Lorsque ma fille ingrate et avide m'a annoncé que je n'étais pas le bienvenu au dîner de la fête des pères, le chèque couvrant leur crédit immobilier a été annulé par mes soins, et elle m'a mis à la porte. Mais avant de vous raconter exactement comment j'ai bouleversé leur vie parfaite et soigneusement orchestrée, laissez-moi me présenter, je m'appelle Grégoire, j'ai 70 ans et mes mains, bien que noueuses par l'arthrite et tachées de vernis à bois, sont d'une stabilité à toute épreuve. Car elles le doivent. Le minuscule ciseau émet un doux chuintement en rasant un copeau de merisier du coin de la boîte à musique, c'est mon sanctuaire. Un petit atelier poussiéreux derrière le modeste appartement que ma famille croit être tout ce que je peux me permettre. L'air y sent le pain, la noix et l'huile de lin. C'est le seul air que je peux respirer sans avoir l'impression d'étouffer. Cette boîte à musique m'a pris 6 semaines. 6 semaines à me lever avant l'aube. À poncer jusqu'à ce que mes doigts soient à vif, à sculpter l'incrustation complexe d'une unique fleur de lys sur le couvercle. C'est une réplique parfaite de celle que ma femme chérissait. Léa est partie il y a 3 ans et depuis lors. Cet atelier est le seul endroit où je sens sa présence. J'installe soigneusement le minuscule mécanisme suisse étincelant, je tourne la clé et une mélodie claire et délicate remplit le petit espace. Notre chanson, ce cadeau est pour Thibaut. Mon gendre, un cadeau pour la fête des pères. Un morceau de mon cœur, un morceau de Léa. Je suis juste en train de mettre la dernière touche à la base, sur le point de sculpter l'initiale finale L pour Léa. Quand le téléphone sonne, le son est discordant, il tranche la mélodie comme une scie circulaire. Je sursaute, le ciseau dérape, creusant une entaille profonde et l'aide juste à côté du L. Une cicatrice permanente, je la regarde, la poitrine serrée. J'essuie mes mains sur mon tablier de cuir et je décroche le téléphone. Allô, c'est Grégoire. Papa, où es-tu? C'est Amandine, ma fille. 35 ans, sa voix n'est pas une question, c'est une accusation, aiguë, au perché et impatiente. Il est 17h32. Le dîner est à 18h, les Delacroix sont déjà là. Tu ne peux pas être en retard. Je regarde l'horloge, 17h32, je suis en route Amandine, je finissais juste. Papa, elle me coupe la parole. Je peux l'entendre expirer un son de pure exaspération que j'ai appris à bien connaître. S'il te plaît, je t'en supplie, porte la chemise bleue, celle de marque que je t'ai achetée, je regarde ma chemise en flanelle, douce avec l'âge et saupoudrée de fine sueur, et s'il te plaît continue-t-elle, sa voix tombant dans un murmure conspirateur, n'apporte aucune de ces choses en bois, tu connais les Delacroix, ils sont très sophistiqués. Ce dîner est extrêmement important pour Thibaut, son mari, c'est toujours important pour Thibaut. Thibaut. L'homme qui vit dans une maison à 800 000 € qu'il ne peut pas se permettre. Thibaut le conseiller en investissement qui n'a pas conclu une seule affaire depuis 2 ans. J'ai un cadeau pour Thibaut pour la fête des pères, dis-je d'une voix plate. Un cadeau papa. Je t'ai dit que je serais là, je l'interromps, une pause, j'entends la voix étouffée de Thibaut en arrière-plan, dis-lui juste de se dépêcher et de se garer en bas de la rue. Amandine revient en ligne. Essaie juste de ne pas rendre les choses gênantes s'il te plaît, la ligne se coupe, elle n'a pas dit je t'aime, elle n'a pas dit conduis prudemment. Juste un ordre, je regarde la boîte à musique, les 6 semaines d'amour et de précision semblent maintenant ridicules. L'égratignure à côté du L semble me narguer. J'enveloppe la boîte, non pas dans du papier fantaisie, mais dans du simple papier craft brun attaché avec un morceau de ficelle, je ne porterai pas la chemise bleue. Mon vieux pick-up Ford de 1998 tremble en tournant dans le quartier des hauteurs. Le quartier est une insulte de l'argent nouveau. Des pelouses manucurées qui ressemblent à des tapis en plastique, des manoirs néoclassiques poussés si près les uns des autres qu'ils bloquent le soleil. Mon vieux camion avec sa peinture décolorée et sa rouillonnette est un mot sale dans cette phrase propre et stérile. Je me gare 3 rues plus loin. Exactement comme je suis sûr que Thibaut l'a demandé, je ne veux pas les embarrasser. En marchant, je la vois garée juste dans leur allée, une BMW série 7 noire flambant neuve. Elle a encore les plaques temporaires du concessionnaire, les Delacroix sont là, je remonte l'allée en pierre, la porte s'ouvre avant que je puisse frapper. Thibaut se tient là, 38 ans, ressemblant à une publicité de magazine, il porte un polo de luxe à 300 € et un short si propre qu'il a dû être repassé. Ses cheveux sont parfaitement gominés. Il me regarde. Ses yeux ne me scannent pas, ils m'évaluent, ils prennent en compte ma simple chemise en flanelle, mon pantalon de travail propre, mes vieilles bottes, puis son regard tombe sur le paquet en papier brun dans mes mains, sa lèvre se retrousse juste légèrement, une lueur de pur mépris. « Oh tu es là, dit-il. » Sa voix est plate. Tout le monde est sur le patio. Il ne m'invite pas à entrer. Il se tourne simplement et s'éloigne. Me laissant fermer la lourde porte en acajou derrière moi, la maison sent la cire à parquet parfumé au citron et l'anxiété frémissante. Je connais cette maison, j'en connais chaque mètre carré. J'ai choisi le terrain, j'ai approuvé les plans, j'ai payé la construction, ils ne le savent pas. Ils pensent que le fonds d'investissement de Thibaut a trouvé une offre miracle de location-vente. Thibaut, qui a mis en faillite 3 startups, croit maintenant qu'il est un magicien de la finance. Il vit simplement sur une allocation. Il est trop arrogant pour voir. Je peux entendre des rires venant du patio arrière, le rire tonitruant et satisfait de Monsieur Delacroix. Je prends une profonde inspiration, je mets le masque du vieux père simple et pauvre. Je sors, le patio est magnifique, une cuisine extérieure en acier inoxydable, un brasero, des meubles en osier coûteux. Monsieur Delacroix, le père de Thibaut, tient un lourd verre de whisky, il est au milieu d'une histoire, sa voix résonnant à travers la pelouse. Et le Brunello en Toscane, je vous le dis absolument.
Divin, 5000 € la caisse mais vaut chaque centime. Madame Delacroix, une femme mince et cassante dégoulinant de bijoux en or délicat, tourne la tête à mon approche, ses yeux me ratissent. Grégoire, comme c'est gentil que vous ayez pu venir, dit-elle. Sa voix est superposée d'une pitié si épaisse que je pourrais la couper avec un couteau. Amandine nous a dit que vous êtes très occupée avec votre atelier. J'ai toujours du temps pour ma famille, répondis-je. Amandine se précipite, son sourire brillant et faux. Papa, tu as réussi. Elle désigne une chaise isolée à l'extrémité de la table à côté du gris, loin de la conversation principale. Pourquoi ne t'assieds-tu pas juste ici? Puis-je t'apporter un bon verre d'eau? Je regarde la bouteille sur la table, un vin rouge profond, un Château Margaux, une bouteille à 500 €, la même que j'ai donnée à Thibaut pour Noël l'année dernière et dont il a prétendu que c'était un cadeau d'entreprise. Je prendrais bien un verre de ce whisky. Dis-je en montrant la boisson de Monsieur Delacroix. Le sourire d'Amandine vacille. Oh papa, je pense que Thibaut n'en a acheté que pour nos invités, l'eau est plus saine pour toi de toute façon. Je m'assieds invisible. Je suis un fantôme à leur festin. Je les écoute, ils parlent de portefeuille d'actions, ils parlent de leur club de golf exclusif, ils parlent de Saint-Tropez. J'ai bâti Linden Capital à partir de rien. J'ai vendu mon cabinet d'ingénierie pour 80 millions d'euros. Je pourrais acheter ce club de golf et le transformer en parc public juste pour les contrariés, mais je m'assieds, je sirote mon eau à cause de Léa. Ne laisse pas l'argent le ruiner, Grégoire. M'avait-elle chuchoté depuis son lit d'hôpital, sa main frêle dans la mienne. Laisse-le faire son propre chemin, laisse-le t'aimer pour être son père, pas sa banque. J'ai tenu cette promesse, j'ai créé l'illusion, je vis dans le petit appartement, je conduis le vieux camion. Je laisse ma fille croire que je suis un homme simple. Un homme pauvre pour qu'elle construise une vie basée sur le caractère et non sur un héritage. Je la regarde maintenant rire à l'une des blagues de Monsieur Delacroix, ses yeux brillants d'admiration pour sa richesse. Ma promesse, je le réalise, a été un terrible échec. L'heure des cadeaux de la fête des pères, annonce Amandine en frappant des mains avec une joie forcée. Monsieur Delacroix passe en premier, il tend à Thibaut un long sac en cuir. Un nouvel ensemble de clubs de golf Callaway Fiston. Le dernier cri. Waouh papa, ceci coûte 4000 €, s'exclame Thibaut, sa voix épaisse d'une véritable adoration. Puis Thibaut tend à son père une petite boîte lourde. Bonne fête des pères, papa. Monsieur Delacroix l'ouvre, une Rolex submarinée. Oh Thibaut, tu n'aurais pas dû, tonne-t-il, mais il attache déjà à son poignet, la tenant à la lumière. Madame Delacroix se tourne vers moi. Son sourire est une arme. À votre tour, Grégoire. Le patio tombe dans le silence. Tous, Amandine, Thibaut. Les Delacroix me fixent, je ramasse mon paquet en papier brun. Il a l'air pathétique à côté des sacs de créateurs et des boîtes en velours. Pour Thibaut, bonne fête des pères. Il le prend, il peut sentir comme c'est léger. Il déballe le papier lentement, son expression déjà préparée à la déception. Quand il voit la boîte à musique en merisier, son visage se fige. Il ne l'ouvre pas, il ne tourne pas la clé. Qu'est-ce que c'est, demande Madame Delacroix en se penchant. Thibaut laisse échapper un rire court et sec. Merci papa, mais nous n'avons pas vraiment de place pour les vieilles choses. Ça ne correspond pas vraiment à la décoration. Il place la boîte sur la table, non pas devant lui, mais il la glisse près de la corbeille à pain à moitié mangée. Une réflexion après coup, une ordure, Monsieur Delacroix rit, un son fort et tonitruant. Un jouet, Grégoire. Vous fabriquez encore ça dans votre cabane, je pensais que c'était juste un passe-temps. Mon père est un artisan, dit rapidement Amandine. Ses joues rougissant. Bien sûr ma chère, dit Thibaut en lui tapotant la main. C'est très rustique, et juste comme ça elle passe à autre chose. Il parle de leur prochain voyage à Aspen. Ma boîte à musique, 6 semaines de ma vie, l'écho de ma femme, est assise sur la table rejetée. Je me lève, je dois utiliser les toilettes. Amandine me suit à l'intérieur. Au moment où la porte vitrée coulisse, se fermant, coupant les rires du patio, elle se tourne vers moi. Son visage ne sourit plus. C'est un masque rouge serré de fureur. Qu'est-ce que c'était que ça, siffletait-elle, sa voix basse et violente. Je donnais son cadeau à Thibaut, une boîte en bois, un jouet. Essaies-tu de m'embarrasser après que je t'ai spécifiquement dit qu'ils étaient sophistiqués? Tu te montres ici ressemblant à un sans-abri et tu apportes du petit bois? C'était une réplique de celle de ta mère. Je m'en fiche, crie-t-elle. Maman est partie, nous essayons de construire un avenir ici. Thibaut essaie d'impressionner ses parents, ce sont des gens importants. Que pense-t-il que j'ai épousé quand tu apportes un morceau de ferraille comme ça? Ferraille, le mot flotte dans l'air. Thibaut fait glisser la porte ouverte, il a entendu crier, il me regarde et tout semblant de politesse a disparu. Amandine, dis-lui juste de partir, il gâche toute la soirée. Amandine n'hésite pas, elle marche vers la porte arrière, celle qui mène à la cour latérale. Elle l'ouvre. Papa, je pense que tu devrais y aller. Je t'appellerai. Tu mets tout le monde mal à l'aise. Je regarde ma fille, ses yeux sont froids, il n'y a pas d'excuse en eux, seulement de la honte, sa honte projetée sur moi. Je regarde Thibaut. Il se tient les bras croisés, un sourire narquois sur le visage. Je comprends, ils n'ont pas juste oublié qui j'étais, ils avaient activement réécrit. Je suis le parent pauvre, le fardeau embarrassant. Je passe devant eux, je ne dis pas un mot, je retourne au patio. Les Delacroix lèvent les yeux surpris. Je passe devant leur table, je ramasse la boîte à musique rejetée et je la berce dans ma main. Je marche vers la porte arrière où Amandine la tient toujours ouverte. Merci pour le dîner, Amandine, dis-je, ma voix est calme. Tu as rendu tout parfaitement clair. Je sors dans l'air nocturne, je ne regarde pas en arrière. Le silence sur mon trajet n'est pas une défaite, c'est une confirmation, il est temps. Le moteur du vieux Ford cliquette, un bruit rythmé qui résonne dans la rue calme et riche. Je m'éloigne de la maison à 800 000 € ma maison,
Les laissant à leur rire et à leur vin coûteux, une larme coule sur ma joue tannée chaude et piquante, mais ce n'était pas une larme de tristesse, c'était de la rage, une rage froide et silencieuse de 70 ans qui mijotait depuis 3 ans et avait finalement décisivement atteint l'ébullition, de la ferraille. Mon Amandine, ma petite fille, celle à qui j'ai appris à faire du vélo et à appâter un hameçon, avait regardé la boîte à musique dans laquelle j'avais versé mon âme, la boîte que j'avais faite comme une copie parfaite de celle de sa mère, et elle l'avait appelée de la ferraille. Embarrassant, Thibaut, cet imbécile arrogant et parasite, avait qualifié ma vie, mon travail, mon sacrifice d'embarrassant. Ils m'ont mis à la porte. Ma propre fille m'a mis à la porte le jour de la fête des pères, me jetant de côté comme un déchet devant les gens même qu'elle était si désespérée d'impressionner. Ils pensaient que j'étais un fardeau, un vieil homme pauvre et simple d'esprit vivant d'une maigre retraite, un problème à gérer, un embarras à cacher jusqu'à ce qu'ils aient besoin de quelque chose. J'ai essuyé la larme du revers de ma main rugueuse couverte de sueur. Je n'ai pas conduit vers mon petit appartement de 2 chambres en banlieue. C'était là qu'il s'attendait à ce que j'aille. Il m'imaginait rampant vers mon petit trou, celui qu'il pensait que je louais avec le peu d'argent que j'avais. Il m'imaginait assis dans mon fauteuil usé, vaincu et pathétique, attendant près du téléphone jusqu'à ce qu'Amandine décide que j'avais été assez puni. Ils avaient tort. Je n'ai pas pris la route d'accès de banlieue. J'ai pris la sortie pour le centre-ville. La silhouette de la ville s'est élevée devant moi, un mur de verre et d'acier reflétant la dernière lumière ardente du soleil couchant. Mon vieux camion, un costume délibéré que je portais depuis des années, a dépassé les restaurants branchés. Les théâtres. J'ai conduit directement au cœur du quartier financier. J'ai tourné dans l'entrée privée gardée du garage souterrain de la tour Linden. C'est le bâtiment le plus haut et le plus exclusif de l'État. Un garde de sécurité dans un uniforme impeccable est sorti de la cabine, sa main levée, son expression agacée à la vue de mon camion délabré. Je n'ai pas ralenti, j'ai simplement baissé ma vitre, il a vu mon visage. Son expression est passée instantanément de l'agacement à la déférence à une lueur de panique. Monsieur Linden, monsieur, a-t-il balbutié en reculant précipitamment toutes mes excuses. La lourde grille en acier a glissé. J'ai garé le camion à la place réservée juste à côté de l'ascenseur privé. L'espace marqué PDG. J'ai traversé le sol en granit poli du hall souterrain, mes vieilles bottes de travail résonnant bruyamment dans le silence. J'ai ignoré les regards du personnel de nuit. J'ai marché directement vers la batterie d'ascenseur privé, celle qui nécessite une clé spéciale. Je n'ai pas utilisé de clé. J'ai pressé mon pouce contre le scanner biométrique plat et sombre. Une petite lumière verte a clignoté. Une voix synthétisée douce a chuchoté: accès autorisé Grégoire Linden. Les portes en acier brossé ont glissé. Je suis entré. J'ai appuyé sur le seul bouton disponible, PH Pentouze. L'ascenseur est monté dans un silence absolu. Pas de musique, pas de carillon pour les étages, juste le murmure d'une mécanique parfaitement équilibrée. S'élevant de 60 étages, quand les portes ont glissé, elles l'ont fait sans un bruit, révélant un espace qui était l'exact opposé de mon atelier. Ce n'était pas une pièce, c'était une étendue. Des fenêtres du sol au plafond enveloppaient le Pentouze et les lumières de la ville scintillaient en dessous de moi comme un tapis d'étoiles tombées. Les sols étaient en marbre noir poli. L'air était immobile. Je suis passé devant l'énorme comptoir de réception en granit vide. Mes bottes de travail, encore saupoudrées de copeaux de merisier, résonnaient dans le silence caverneux. J'étais le seul ici. Je suis toujours le seul ici. Sur le mur du fond, une plaque en laiton simple et discrète brillait dans la faible lumière. Linden Capital. Le nom de jeune fille de Léa, Léa Linden, la seule partie de ma vraie vie que j'ai jamais permis au monde de voir. Et même alors je me cachais derrière le nom de ma femme décédée. J'ai marché jusqu'au centre de la pièce vers le bureau. Ce n'était pas un bureau, c'était un monolithe, une seule pièce massive d'acajou poli qui s'étendait sur 4 mètres. Il était complètement vide. Pas d'ordinateur, pas de photo, pas de pile de papier. Je ne viens ici que lorsque j'ai besoin de penser ou lorsque j'ai besoin d'agir. Je me suis assis dans le fauteuil en cuir à haut dossier. Il semblait froid contre ma chemise en flanelle. Je m'appelle Grégoire Linden et je ne suis pas un pauvre menuisier. C'était un costume, un personnage que j'ai créé, un rôle que j'ai joué pendant 10 années angoissantes, espérant protéger ma fille du poison même qui, maintenant je le réalisais, coulait épais dans ses veines. Je suis le fondateur, je suis le PDG, je suis l'unique actionnaire de cette entreprise. J'ai regardé par la fenêtre. Il y a 10 ans, j'ai vendu Linden Ingénierie, l'entreprise que j'ai démarrée dans un garage avec un prêt de 5 000 €. L'entreprise que j'ai transformée en leader mondial des systèmes de micropropulsion, je l'ai vendue pour 20 millions d'euros en liquide. Amandine avait 25 ans, alors brillante, pleine de potentiel. Thibaut n'avait pas encore planté ses griffes en elle. Je me souviens du jour où le virement est arrivé. Léa était encore avec moi, elle n'était pas encore malade. Nous étions assis à notre petite table de cuisine, la même à laquelle je mange encore, et regardions le solde sur un écran d'ordinateur portable bon marché. Tant de zéros qu'il ressemblait à une erreur. Léa a posé sa main sur la mienne. Ses mains étaient douces, pas comme les miennes. Grégoire, a-t-elle dit, sa voix calme, mais ferme, ne laisse pas cela nous changer et ne laisse pas cela la ruiner. Ne lui dis pas. Léa a toujours cru que l'argent ne forgeait pas le caractère. Elle disait qu'il révélait juste les espaces pourris où le caractère aurait dû être. Elle croyait que c'était un corrosif, une maladie qui transformait les familles en territoire et l'amour en transaction. Alors j'ai fait une promesse. Je le cacherai. J'ai créé Linden Capital pour gérer les actifs, une entreprise fantôme dirigée par des avocats et des comptables. Et j'ai créé Grégoire le menuisier,
j'ai acheté le petit appartement de 2 chambres dans une banlieue décente et oubliable, celui qu'il pense que je loue, j'ai acheté le vieux camion, celui qu'il méprise, j'ai trouvé l'atelier communautaire, celui qui est devenu ma seule vraie maison, j'ai tout fait pour protéger Amandine du poison. Je voulais qu'elle valorise le travail. Pas la richesse. Je voulais qu'elle m'aime pour qui j'étais, pas pour ce que j'avais, je voulais qu'elle devienne une femme de substance, pas une femme de privilège. Je me suis penché en avant sur la surface froide et polie du bureau. Léa avait raison, Dieu comme elle avait raison, l'argent est un poison et Amandine en est malade. Elle et ce mari parasite à elle. Ils m'ont regardé ce soir, ils n'ont pas vu un père, ils ont vu un problème. Un actif de faible valeur prenant de l'espace, un embarras à gérer, un morceau de déchet à jeter quand il devenait incommode, tout comme la boîte à musique. Ils m'ont mis à la porte de ma propre maison, la maison à 800 000 € que j'ai payée, la maison que j'ai achetée par le biais d'un trust payant l'hypothèque chaque mois comme un investissement anonyme dont Thibault le génie financier se vantait auprès de ses beaux-parents d'avoir obtenu. Ils ont ricané devant le cadeau que j'ai fait de mes propres mains. Ma fille m'a regardé ce soir, non. Pas avec amour mais avec honte. Elle avait honte de moi, l'homme qui lui a tout donné, tout cela parce qu'elle voulait impressionner une famille d'imbéciles superficiels et arrogants qui mesurent la valeur d'un homme à la montre à son poignet. J'ai regardé le téléphone noir élégant sur le bureau, une ligne directe sécurisée vers mon cercle intérieur. Le temps de protéger Amandine est révolu, le temps de lui apprendre une leçon a commencé. J'ai décroché le combiné. Le plastique froid et lourd semblait solide dans ma main. Passez-moi Petrov, ai-je dit, maintenant. Les portes du Penthouse se sont ouvertes à nouveau. Cette fois la pièce n'était pas vide, Petrov est entré. Il a 65 ans avec un visage slave pointu et des yeux qui ont tout vu, il portait un costume sur mesure impeccable même à cette heure. C'est mon conseiller principal, mon arrangeur et le seul homme sur Terre qui me connaissait à la fois avant les 80 millions et après. Il s'est arrêté net quand il m'a vu, il a regardé ma chemise en flanelle. Mes mains usées par le travail serrant la boîte à musique rejetée sur le vaste bureau en acajou et la sûre sur mes bottes qui était maintenant un faible film poussiéreux sur son sol en marbre. Grégoire, a-t-il dit sa voix graveleuse, tu m'as appelé ici à 21 h un dimanche. Tu as l'air de venir de voir un fantôme. J'ai fait pivoter ma chaise pour faire face à la fenêtre regardant les lumières de la ville. Elle semblait froide en colère. Pierre Petrov, je viens de voir ma fille. Il a attendu, il connaissait ce ton, ce n'était pas le menuisier Grégoire, c'était le PDG Grégoire. Elle m'a mis à la porte. Petrov n'a pas bougé. Mis à la porte d'où, j'ai laissé échapper un rire amer et court, de ma propre maison, la maison que j'ai achetée pour elle. Elle m'a mis à la porte devant ses nouveaux beaux-parents riches parce que je l'embarrassais. Je me suis retourné pour lui faire face. La rage était si froide maintenant qu'elle ressemblait à de la glace dans mes veines. Elle m'a dit que je mettais tout le monde mal à l'aise. Son mari, cette sangsue pleurnicharde de Thibault, a traité mon cadeau de ferraille. Ils m'ont dit de partir. Le visage de Petrov s'est durci. Il s'est dirigé vers le bar, a versé 2 doigts de whisky sans demander et a fait glisser le lourd verre en cristal sur le bureau vers moi. Je l'ai ignoré. Il pense que je suis un vieil homme sans abri, Petrov, un cas social. Amandine a dit à sa nouvelle famille que je suis un ouvrier retraité fauché vivant du minimum. Vieillesse, elle leur a dit que j'étais un fardeau. Petrov s'est assis dans le fauteuil en cuir en face de moi. Son attitude professionnelle avait disparu, maintenant il ressemblait juste à mon plus vieil ami et il avait l'air en colère. Après toutes les années où tu l'as protégée blindée, elle fait ça. J'ai hoché la tête lentement. Elle l'a fait, elle et ce mari à elle, ils croient à leurs propres mensonges. Ils croient qu'ils se sont fait tout seuls vivants dans cette maison coûteuse. Conduisant ces nouvelles voitures, ils n'ont aucune idée que le fonds d'investissement qui paie pour toute leur vie, c'est moi. J'ai décroché la ligne téléphonique sécurisée. Ils pensent que je suis un fardeau, ai-je dit. Ils pensent que je suis un pauvre vieil homme simple. Petrov s'est penché en avant, ses yeux brillants. Qu'est-ce que tu vas faire, Grégoire? Je l'ai regardé, le menuisier avait disparu, le masque était tombé. Je vais leur montrer exactement ce que ce pauvre vieil homme simple peut faire. Petrov affiche le trust immobilier Amandine Lindenège commandé. Ma voix n'était plus le ton doux et usé d'un simple menuisier. C'était la voix qui avait bâti une entreprise de 80 millions d'euros. C'était la voix qui ne tolérait pas l'échec. Petrov a hoché la tête sans parler. Il s'est dirigé vers un terminal sécurisé contre le mur. Il a tapé une série de codes, ses doigts volant sur le clavier. Un instant plus tard, l'écran massif mural, qui avait été déguisé en une œuvre d'art abstrait, a pris vie. Des documents sont apparus, juridiquement contraignants et froids. C'est la HDI en pointant. C'était la vérité sur la maison. Il y a 5 ans, quand Amandine et Thibault se mariaient, ils regardaient de minuscules appartements délabrés qu'ils ne pouvaient pas se permettre. Thibault, avec son salaire pathétique et son ego massif, se plaignait. Il disait qu'Amandine méritait mieux. Il avait raison, elle méritait mieux. Mais mieux était censé être une vie qu'il construisait, pas une vie que je payais. Mais j'ai cédé. J'ai vu ma fille amoureuse et j'ai été faible. Alors j'ai acheté la maison, le manoir à 800 000 € dans les hauteurs, mais je ne leur ai pas donné. Un cadeau que je savais serait consumé, il serait hypothéqué, exploité et perdu en 1 an. Thibault était un trou noir financier. Au lieu de cela, je l'ai placé dans un trust révocable. Le trust immobilier Amandine Linden, l'unique administrateur Linden Capital. Ils n'ont jamais lu les petits caractères et je dis à Petrov, qui se tenait maintenant à côté de moi regardant les documents sur l'écran, ils étaient tellement excités par la maison qu'ils ont juste signé. J'ai dû inventer un mensonge pour protéger mon mensonge. Je ne pouvais pas avoir Grégoire le menuisier produisant soudainement une maison à 800 000 €.
Alors j'ai dit à Thibaut, mon Thibaut, celui que j'ai créé, que j'avais un contact, un vieux copain de l'armée, qui était maintenant associé dans une société de capital. Investissement très privé, très exclusive. Je lui ai dit que cette société, en tant qu'investissement communautaire, achetait des propriétés pour de jeunes professionnels à fort potentiel. Je lui ai dit que cette société couvrirait la compte et offrirait un contrat spécial de location-vente structuré comme un investissement. Thibaut, désespéré de passer pour un génie aux yeux de sa nouvelle femme et de ses parents arrogants à sauter dessus, il a pris tout le crédit. Il a dit à tout le monde qu'il avait négocié cette affaire brillante, il leur a dit que son sens financier avait d'assurer leur avenir, il ne l'a jamais même remis en question, il ne s'est jamais demandé pourquoi la société s'appelait Linden Capital. Il était trop aveuglé par son propre reflet, et l'hypothèque a demandé Petrov, bien qu'il connaisse déjà la réponse. C'est la meilleure partie, ai-je dit, un goût amer dans la bouche, il pense qu'il a paix, il pense que l'argent apparaît juste. J'ai affiché un autre fichier sur l'écran l'annuité familiale Léa Linden, j'ai mis en place un compte séparé, ai-je expliqué, bien que Petrov ait rédigé les documents lui-même. Chaque mois pendant 5 ans cette annuité a déposé exactement 4 500 € sur leur compte chèque joint, assez pour couvrir le paiement de l'hypothèque et les locations de leurs 2 BMW. Thibaut le génie, il a dit à Amandine que c'était le dividende de ses investissements, il n'était pas un consultant, il n'était pas un magicien, il était un livreur glorifié pour sa propre allocation, il a utilisé mon argent, ai-je dit, ma voix baissant, la glace se reformant. Il a utilisé mon argent pour acheter la Rolex qu'il a donnée à son père ce soir, il a utilisé mon argent pour acheter la bouteille de vin à 500 € qu'ils ont refusé de partager avec moi. Il a utilisé mon argent pour construire la plateforme même sur laquelle il se tenait pour pouvoir me regarder de haut et me traiter de ferraille. J'ai regardé Petrov, il pensait que j'étais un pauvre vieil homme vivant de miettes, il n'a jamais réalisé que j'étais la banque. Lui et ma fille, ils n'ont pas juste mordu la main qui les nourrissait Petrov, ils ont craché dessus, ils ont essayé de la ronger. La rage était si propre maintenant, si pure. Elle n'était pas chaude, c'était un moteur froid parfait. Ils croient qu'ils ont droit à cette maison, ai-je dit, ils croient qu'ils ont droit à mon argent. Amandine croit qu'elle a droit à un héritage. Ils viennent de prouver de la manière la plus publique et humiliante possible qu'ils n'ont droit à rien. J'ai pointé le document de trust sur l'écran, maintenant Petrov trouve la clause. Celle que tu m'as averti être trop sévère. Celle que Léa a insisté pour que nous incluions, ils ont oublié la clause 7.4, ai-je dit. Ma voix était calme, mais elle coupait à travers le silence du bureau Pentous comme un diamant sur du verre. Petrov a arrêté de faire défiler. Il a levé les yeux de l'écran, ses yeux perçants rencontrant les miens, il n'avait pas besoin de demander ce qu'était la clause 7.4. Il avait rédigé, il avait aussi argumenté contre. Grégoire, avait-il dit il y a toutes ces années, le front plissé d'inquiétude, c'est peu orthodoxe. Tu lies un trust juridique important à quelque chose d'aussi subjectif que le respect et la loyauté, c'est une clause émotionnelle dans un document financier, c'est désordonné, cela pourrait être contesté. Je me souviens avoir regardé Léa qui était assise à côté de moi dans le bureau de Petrov, ses mains jointes sur ses genoux. C'était elle qui avait insisté. Elle a regardé Petrov avec ce regard clair et inébranlable qui était le sien. Le caractère est la seule garantie qui compte, maître Petrov, a-t-elle dit. Si notre fille grandit pour devenir quelqu'un qui ne respecte pas son propre père, alors elle ne mérite pas la protection de sa richesse. Mettez-la. Et maintenant, 10 ans plus tard, Petrov savait exactement de quoi je parlais. La clause 7.4 AT. Il répétait sa voix, un grondement sourd, il a tapé une nouvelle commande. Les données financières sur l'écran mural ont été remplacées par un mur de texte juridique dense, il a trouvé la section et l'a mise en surbrillance. Il a mis une paire de lunettes de lecture non pas parce qu'il en avait besoin, mais parce que c'était une habitude, c'était son armure, il s'est levé et l'a lu à haute voix, sa voix résonnant légèrement dans la vaste pièce vide. Clause 7 section 4 l'alliance morale Léa Lindena. T-il commencé, ce trust et tous les décaissements cadeaux et actifs contenus en son sein y compris, mais sans s'y limiter la propriété au 425 chemin des Saules et tous les paiements associés sont conditionnels. Le bénéficiaire principal, Amandine Linden, est lié par une alliance de respect fondamental, de piété filiale et de loyauté familiale envers le fondateur Grégoire Linden. Petrov a fait une pause, prenant une respiration avant de lire le coup de grâce. Si le bénéficiaire ou tout conjoint légalement associé au bénéficiaire se livre à toute action considérée comme un manque de respect public flagrant, un abandon émotionnel, une calomnie contre le caractère du fondateur ou une tentative de mauvaise foi d'aliéner le fondateur de sa famille, cette alliance est considérée comme rompue. Il m'a regardé par-dessus le bord de ses lunettes, j'ai juste hoché la tête. Continue. Lors d'une telle rupture, confirmée uniquement à la discrétion du fondateur ou de son conseiller juridique, à continuer. Petrov, le trust suspendra immédiatement et irrévocablement tous les décaissements financiers aux bénéficiaires, tous les actifs détenus au sein du trust, y compris la propriété au 425 chemin des Saules, reviendront au contrôle total et libre de Linden Capital. Le bénéficiaire et toutes les parties associées auront 30 jours pour quitter la propriété. Cette clause est absolue et non sujette à appel. Il a fini de lire. Le silence qui remplissait la pièce était plus lourd, plus final que n'importe quel son ne pourrait jamais l'être. Manque de respect public flagrant. J'ai chuchoté les mots ayant un goût de cendre. Elle a appelé mon cadeau de la ferraille devant sa nouvelle famille importante. Abandon émotionnel, ai-je dit plus fort maintenant. Elle m'a mis à la porte de ma propre maison, son père. Le jour de la fête des pères, elle m'a dit que je mettais tout le monde mal à l'aise. Calomnie contre le caractère du fondateur, ai-je dit, en me levant, mes mains serrées en poing.
Ils ont dit haut. Delacroix que j'étais un vieil homme fauché sous assistance sociale, un fardeau, un cas social. Ils ont bâti toute leur vie sur le mensonge de ma pauvreté et m'ont ensuite détesté pour cela. J'ai marché vers la fenêtre et j'ai regardé la ville scintillante et indifférente. Ils n'ont pas juste rompu l'alliance Petrov, ils l'ont détruite à coups de masse, ils ont craché sur la mémoire de Léa, ils ont craché sur moi, je me suis retourné. Mon visage semblait sculpté dans la pierre. Il n'y avait plus de tristesse, juste une clarté froide et dure. Annule le paiement de l'hypothèque, ai-je ordonné. Petrov n'a pas bronché. Grégoire, tu comprends ce que cela signifie, la banque va immédiatement engager une procédure de saisie, ils n'attendront pas, je comprends, ai-je dit, annule-le avec effet immédiat ce soir, je veux que ce paiement soit annulé, j'ai fait une pause, une nouvelle pensée se solidifiant nette et propre. Et Petrov, ai-je dit, un sourire lent et froid. S'étalant sur mon visage pour la première fois cette nuit, envoie la notification de non-paiement et l'avertissement de défaut de 30 jours directement aux cautions solidaires. Envoie-le à monsieur et madame Delacroix. Le masque professionnel de Petrov s'est brisé juste une seconde, une lueur de sourire a joué sur ses lèvres. Les Delacroix, mais ils seront responsables de la totalité des 800 000 euros. Ce sont les co-signataires, ai-je dit. Ce sont des gens importants. Ils sont sophistiqués. Ils voulaient être en affaire avec Thibault. Maintenant ils le sont. Je voulais qu'ils soient les premiers à savoir. Je voulais qu'ils soient ceux qui passent l'appel téléphonique paniqué. Je voulais qu'ils soient ceux qui réalisent que le gendre arrogant qu'ils admiraient tant était une fraude et que le pauvre vieil homme dont ils se moquaient était celui qui tenait tout leur avenir financier dans ses mains calleuses couvertes de sueur. Petrov s'est retourné vers son terminal. Considère que c'est fait, Grégoire. La guerre avait commencé et je venais de tirer le premier coup de canon. Le soleil traversait les hautes fenêtres poussiéreuses de l'atelier communautaire, des grains de sueur dansaient dans la lumière dorée, l'air était chaud, rempli de l'odeur piquante et propre du pain et du bourdonnement d'un tour lointain. C'était mon église, un petit garçon de 10 ans nommé Léo fronçait les sourcils. Sa langue dépassait en concentration alors qu'il tâtonnait avec un petit bloc de pain et un couteau à sculpter. « Je n'arrive pas à faire l'aile correctement, monsieur G a-t-il dit ça. Voix serrée par la frustration, ça continue de se fendre. J'ai placé ma main sur sa vraie main, celle avec des callosités dues aux outils, pas à la signature de chèque. Tu te bats contre lui, Léo, ai-je dit ma voix douce. Tu ne forces pas le bois, tu dois l'écouter. Sens dans quel sens le grain veut aller. Laisse le couteau faire le travail. Comme ça, j'ai guidé sa main lui montrant comment faire une coupe d'arrêt peu profonde et propre puis trancher le petit copeau. Une aile a commencé à émerger. Du bloc. Ses yeux se sont écarquillés d'émerveillement. Waouh, a-t-il chuchoté. C'était ma vraie vie. Pas le marbre froid du Pentouze, pas la lueur numérique des tickets boursiers. Ça l'odeur du cèdre, la concentration tranquille d'un enfant qui apprend, l'acte simple et honnête de créer quelque chose à partir de rien. Léa avait été celle qui m'avait poussé ici quand j'ai vendu l'entreprise pour la première fois. Tu vas devenir fou dans cette tour de vers, Grégoire. M'avait-elle prévenu sa main. Sur ma joue. Tu es un homme qui a besoin de sueur sur sa chemise, va construire quelque chose, va être quelque chose. Elle avait raison comme toujours. Hier soir dans ce bureau froid j'étais le PDG, j'étais le marteau. J'étais Grégoire Linden, l'homme qui venait de détruire l'avenir financier de sa fille. Mais ce matin j'étais juste monsieur G, le vieux menuisier, apprenant à un gamin comment sculpter un oiseau. Je me sentais en paix, la décision était prise. Les ordres étaient donnés. La séquence était en mouvement. J'attendais juste. Je savais que les banques ouvraient à 9 heures. Je savais que le virement pour l'hypothèque, celui qui passait habituellement le premier jour ouvrable du mois, n'arriverait pas. Je savais que le système automatisé de la banque générerait une notification de non-paiement, et je savais que cette notification serait envoyée selon mes instructions explicites non seulement à Thibault, mais aux cautions solidaires aux Delacroix. J'ai vérifié la vieille horloge sur le mur de l'atelier, 9h03, d'une seconde à l'autre, j'ai rendu l'oiseau presque fini à Léo. Tu fais l'œil, ai-je dit juste un petit coup. Alors qu'il se concentrait, mon téléphone enfoui profondément dans la poche de mon jean de travail a commencé à vibrer. C'était un bourdonnement lourd et colérique. J'ai souri à Léo. Continue, tu te débrouilles très bien. J'ai sorti le téléphone. L'écran était brillant avec un nom que j'avais autrefois aimé. Amandine, je l'ai laissé bourdonner. J'ai laissé sa panique monter à 3000 mètres de là. J'ai laissé son monde bâti sur l'arrogance et mon argent invisible vaciller au bord de la falaise d'où elle m'avait poussé. J'ai regardé Léo tapoter soigneusement le couteau pour faire l'œil de l'oiseau. Le téléphone a cessé de bourdonner. Un moment de silence. Puis il a recommencé immédiatement vicieusement. « Excuse-moi un instant, Léo, ai-je dit ma voix parfaitement calme. Je dois prendre ça. » Je suis sorti dans le soleil matinal brillant, l'odeur de la sueur me suivant. J'ai regardé le téléphone hurlant, je l'ai laissé sonner une fois de plus, alors et seulement alors j'ai répondu. J'ai appuyé sur le bouton vert et j'ai porté le téléphone à mon oreille. Avant même que je puisse dire allô, le son a explosé. Un cri si aigu et brut que j'ai dû éloigner le téléphone pendant une seconde. « Papa, qu'est-ce que tu as fait ?» Ce n'était pas une question, c'était une accusation arrachée à sa gorge. Je me suis éloigné de la porte de l'atelier, tournant le dos pour que Léo ne voie pas le sourire froid et dur que je savais s'étaler sur mon visage. Je me suis raclé la gorge soigneusement, fabriquant le personnage du vieux père confus et légèrement sur qu'elle croyait que j'étais. « Amandine chérie, c'est toi. » Tu cries. « Je ne peux pas comprendre ce que tu dis. Ne joue pas à l'idiot avec moi », a-t-elle hurlé. Le son était déchiqueté. Elle pleurait, mais pas de tristesse. De pure terreur, non. Frelaté. La banque vient d'appeler, le paiement de l'hypothèque a été annulé.
Ils ont dit que le Trust Linden a suspendu tous les paiements. Qu'est-ce que le Trust Linden? Qu'est-ce que tu as fait? J'ai laissé le silence planer un instant l'imaginant debout dans la cuisine immaculée à 80 000 € que j'ai payé pour sa vie parfaite et soignée s'effondrant autour d'elle en temps réel. Un trust, ai-je dit, injectant juste la bonne quantité de confusion. Tremblante dans ma voix. Amandine, de quoi parles-tu? Un Trust Linden comme la famille de ta mère. Je ne sais rien de tout ça. Tu sais que je ne m'occupe pas de ces choses bancaires compliquées. Je suis juste un menuisier. Ma chérie, tu dois avoir le mauvais numéro. Ce n'est pas le mauvais numéro, a-t-elle crié. Je pouvais entendre Thibault en arrière-plan, pas ces mots, juste des hurlements frénétiques et aigus. Il paniquait. La banque a dit que le trust qui possède la maison a annulé le paiement. Ils ont dit que nous avons 30 jours. 30 jours papa avant qu'ils ne saisissent. Saisirai-je, dit laissant ma voix se briser. Oh mon Dieu, Amandine, c'est terrible. Mais comment puis-je aider? Tu sais que je n'ai pas d'argent. Je vis de ma retraite. Peut-être devrais-tu appeler les investissements de Thibault. C'était l'étincelle sur l'essence. Les Delacroix a-t-elle hurlé, et le son était si plein de peur animale qu'il m'a presque fait ressentir une lueur de pitié. Presque. La banque a appelé les Delacroix. Ils ont co-signé le prêt papa. Ils l'ont co-signé. La banque leur a dit qu'ils sont maintenant responsables de la totalité des 800 000 €. Ils sont en route ici en ce moment même et ils vont nous tuer. Je pouvais l'entendre clairement maintenant. Thibault sanglotait en arrière-plan. Un homme adulte sanglotant comme un enfant. Elle a raison, ils vont nous poursuivre, ils vont tout prendre. C'est fini. C'est fini, Amandine, ai-je dit, ma voix pleine d'une fausse inquiétude pratiquée. Calme-toi. Je suis sûr que c'est juste une erreur informatique. Pourquoi n'appelles-tu pas juste ton gestionnaire de fonds, celui qui t'a obtenu la maison? C'est toi qui le connaissais, a-t-elle crié en retour. Ton copain de l'armée, l'associé dans la société de capital investissement, tu dois l'appeler. Tu dois arranger ça maintenant. J'ai fait une pause. Je l'ai laissé s'accrocher à cet espoir désespéré et frénétique. Amandine, ai-je dit, ma voix tremblant d'une vieillesse feinte. Je pense que tu es confuse, chérie. Je n'ai pas de copain de l'armée. Je n'ai jamais été dans l'armée. Je pense que tu me confonds avec quelqu'un d'autre. Le silence à l'autre bout de la ligne était plus lourd qu'un bloc de granit. C'était un silence si complet que je pouvais entendre sa respiration aiguë et superficielle. Tous les mensonges, toute l'arrogance, toute la supériorité suffisante de la nuit précédente venaient de s'écraser contre le mur de briques de la réalité. Elle savait, à cette seconde elle savait, espèce de salaud menteur, a-t-elle chuchoté, sa voix s'étranglant d'un nouveau genre de haine, une haine née non pas du manque de respect mais d'une compréhension naissante. Tu mentais tout ce temps, il n'y a pas de copain de l'armée. C'était toi, le Trust Linden, Linden, Léa Linden, oh mon Dieu, c'était toi, c'était toujours toi. Chérie, tu ne fais aucun sens, ai-je dit doucement. Tu es bouleversée. Pourquoi ne pas, tu mens? A-t-elle rugi, retrouvant sa voix, mais cette fois ce n'était pas de la panique, c'était le cri brut d'un animal acculé. Je sais que tu mens, je sais que c'était toi, tu nous as fait ça. J'ai tenu le téléphone loin de mon oreille, un petit sourire triste sur mon visage. L'oiseau était fini, la leçon avait commencé. Je dois y aller maintenant, Amandine, ai-je dit, ma voix redevenant celle du menuisier calme et simple. Je suis occupé. J'apprends à un jeune garçon comment finir de sculpter une boîte à musique. J'ai fait une pause puis j'ai porté le coup final tranquille. Bonne chance avec les Delacroix. J'ai appuyé sur le bouton de fin d'appel coupant son prochain cri au milieu d'une syllabe. J'ai bloqué son numéro puis celui de Thibault. J'ai éteint le téléphone et l'ai glissé dans ma poche. Le soleil était chaud, l'odeur de pain était piquante et propre. Léo ponçait patiemment l'aile de son oiseau. Comment ça se présente, monsieur, j'ai-t-il demandé en le tenant en l'air. J'ai regardé le morceau de bois simple et honnête. J'ai regardé le visage fier et ouvert du garçon. C'est parfait, Léo, ai-je dit. Absolument parfait. J'ai fini ma journée à l'atelier à 17h juste, comme je le fais toujours. J'ai balayé le sol, rangé mes outils et dit au revoir à Léo et aux autres bénévoles. La paix de l'endroit s'est installée sur moi. J'avais pris ma décision. Les conséquences étaient maintenant les leurs à gérer, pas les miennes. Je suis sorti dans la lumière de fin d'après-midi portant ma vieille boîte à lunch en métal. Le parking était presque vide, juste mon vieux camion et quelques autres voitures. J'étais fatigué, mais c'était une bonne et propre fatigue physique. Le genre qui vient d'un travail honnête. Je cherchais mes clés quand je l'ai entendu. Le son d'un moteur haute performance poussait trop fort. Une BMW noire, leur BMW, a crissé dans le parking faisant une embardée sur le gravier. Elle a pilé juste à quelques centimètres de mon camion me bloquant. Le moteur s'est coupé et le silence soudain a été plus violent que le bruit. Les portes se sont ouvertes à la volée. Ce n'était pas le même couple. Poli et arrogant d'hier soir, Amandine a trébuché hors du côté passager. Ses cheveux coûteux étaient un désordre emmêlé tombant de sa pince. Ses yeux étaient cernés de rouge et enflés. Son mascara coulait sur ses joues. Elle portait les vêtements d'hier. Thibault est sorti du côté conducteur. Son polo à 300 € était déchiré au col, mais c'était son visage qui a attiré mon attention. 4 marques de griffes rouges et en colère couraient de son œil droit jusqu'à sa mâchoire. Madame Delacroix, ai-je pensé pour moi-même, on dirait qu'elle a finalement trouvé une utilité à ses ongles manucurés. Ils avaient l'air d'avoir traversé une guerre, et je savais avec une satisfaction froide et profonde qu'il avait fait. Papa, a crié Amandine. Sa voix était un son brisé et haletant. Elle a couru vers moi non pas avec colère, mais avec la panique brute d'un enfant qui a enfin compris que le monstre sous le lit est réel. Thibault suivait ses mouvements saccadés et remplis d'une rage qu'il ne pouvait plus contenir. Toi, a-t-il sifflé,
Il a pointé un doigt tremblant vers moi, son visage tordu. Tu as fait ça, tu nous as fait ça, je n'ai pas bougé. Je suis juste resté là tenant ma boîte à lunch, regardant les ruines de leur vie s'approcher de moi. Je les avais construits avec mon argent invisible et avec une seule décision silencieuse, j'avais retiré les fondations sous eux. Et maintenant ils étaient là debout dans la poussière de mon simple atelier pour faire face à l'homme. Qu'il pensait n'être rien, elle a trébuché sur les derniers mètres et s'est pratiquement effondrée contre le côté de mon camion, elle n'est pas tombée au sol. Elle s'est agenouillée juste là sur le gravier sale du parking de l'atelier, elle s'est agenouillée, ses mains saisissant la poignée de la portière de mon camion comme si c'était la rambarde d'un navire en train de couler. Papa, elle a haleté le mot s'arrachant d'elle. Papa, je suis désolé. Je suis tellement désolé. Je l'ai juste regardé, je n'ai pas bougé pour l'aider à se relever, je n'ai pas tendu la main pour la réconforter. Le Grégoire qui aurait fait ça, le père qui aurait tout laissé tomber pour apaiser sa moindre détresse, était mort la nuit dernière à cette table de dîner. L'homme qui la regardait maintenant était quelqu'un d'autre, il était Lyndon. Je suis une fille terrible, a-t-elle sangloté, les larmes réelles cette fois, mais ce n'étaient pas des larmes de remords. C'était des larmes de terreur. Je suis affreuse. J'étais tellement stressée, papa. Tu ne sais pas comment ils sont. Ah, c'était là, l'excuse, le transfert de blâme. Les Delacroix, ils sont si difficiles, a-t-elle étouffé, repoussant ses cheveux en désordre de son visage. Ils mettent tellement de pression sur Thibaut et il la met sur moi. Je ne pensais pas ce que j'ai dit, j'essayais juste de les gérer, de les garder heureux. Tu comprends, n'est-ce pas? Je ne le pensais pas. Thibaut se tenait quelques mètres derrière elle, il ne pleurait pas, son visage était un masque de fureur pâle et mijoté. Les 4 marques de griffes rouges sur sa joue commençaient déjà à enfler. Il ressemblait à un animal acculé, laissant sa compagne essayer une dernière supplique désespérée avant de bondir. J'ai regardé à nouveau ma fille toujours agenouillée dans la saleté. S'il te plaît, papa, a-t-elle supplié, sa voix tombant dans un murmure désespéré. Tu dois arranger ça. Quoi que tu aies fait, défais-le. Juste, s'il te plaît, t'appelle la banque, réactive le trust, nous pourrons en parler plus tard, nous pourrons aller en thérapie, tout ce que tu veux, mais s'il te plaît, arrange juste ça avant qu'il n'arrive. Avant que qu'il n'arrive, ai-je demandé, ma voix plate. Les Delacroix, a-t-elle gémi. Ils sont en route pour le bureau de Thibaut. Ils vont voir son patron, ils vont dire à tout le monde qu'il est une fraude, ils vont nous poursuivre pour les 800 000 €. Papa, ils vont nous ruiner. Ils vont tout prendre. Mon argent, ai-je pensé. Ils vont prendre mon argent. Je me suis souvenu de toutes les autres fois où elle avait utilisé ses larmes, la fois où elle a accidentellement maxé sa première carte de crédit à l'université. J'étais juste tellement stressé avec les examens, papa. La fois où elle a accidenté sa première voiture, l'autre conducteur est sorti de nulle part, papa. La fois où elle avait besoin d'argent pour quitter son premier petit ami bon, à rien seulement pour que je découvre plus tard qu'ils avaient utilisé l'argent pour un voyage à Canquin. Je ne savais juste pas comment te le dire, j'avais payé pour tout, j'avais tout arrangé. J'avais été l'endroit doux où atterrir à chaque fois. Et en faisant cela, je n'avais pas forgé son caractère, j'avais simplement garanti qu'elle n'en aurait jamais. J'avais créé cette femme de 35 ans pleurant dans la saleté, non pas parce qu'elle avait insulté son père, mais parce que son allocation avait été coupée. Maman. Maman ne voudrait pas ça, a-t-elle chuchoté, sa voix se brisant. C'était son dernier coup désespéré. Utiliser la mémoire de sa mère contre moi, la glace dans mes veines s'est transformée en acier. Je l'ai regardée agenouillée à mes pieds, l'image même d'une enfant brisée et repentante, et je n'ai rien ressenti. Juste un vaste espace froid et vide où mon amour se trouvait autrefois. J'ai regardé au-delà d'elle vers Thibaut qui vibrait d'impatience. J'ai regardé à nouveau Amandine. Je ne peux pas. Je dis, sa tête a claqué vers le haut, les larmes se sont arrêtées gelées par un seul mot simple. Quoi? Qu'est-ce que tu veux dire par tu ne peux pas? Je veux dire, ai-je dit en changeant ma vieille boîte à lunch en métal de main. Je ne peux pas, c'est fait, elle m'a fixé son esprit refusant d'accepter les mots, mais c'est toi qui l'as fait, appelle-les juste, dis-leur que c'était une erreur. Ce n'était pas une erreur, Amandine, j'ai dit c'était une conséquence. Elle s'est levée lentement, son expression de tristesse performative fondant remplacée par le même choc reptilien froid que j'avais vu sur son visage la nuit dernière. Elle a finalement compris, la banque n'allait pas arranger ça, je n'allais pas arranger ça, ce n'était pas une négociation, c'était un jugement. Assez, le mot n'était pas un cri, c'était un grondement bas et guttural. La main de Thibaut a jailli et a attrapé le bras d'Amandine, la tirant sur ses pieds comme si elle ne pesait rien. Le dernier lambeau de son masque sophistiqué avait disparu, remplacé par le visage brut et désespéré d'un escroc piégé. Les marques de griffes rouges sur sa joue semblaient sombres et en colère. Arrête de pleurnicher, a-t-il craché vers elle en la poussant derrière lui. Il a ensuite tourné sa fureur tremblante vers moi. Toi, a-t-il sifflé, tu as menti tout ce temps, tu n'es pas un pauvre vieux menuisier, tu as de l'argent, n'est-ce pas? Tu es Lyndon Capital. C'était une accusation, mais aussi une question. Désespéré, il espérait encore à un certain niveau que c'était un cauchemar dont il pouvait se réveiller. Il a raison, papa. Amandine est intervenue, ses larmes séchant instantanément, sa terreur se transformant en colère. Tu t'es joué de nous, tu es resté assis à nous regarder lutter, nous laissant penser que tu étais pauvre alors que tu es un millionnaire secret. Lutter, ai-je dit, ma voix calme. Tu appelles cette maison une lutte? Tu appelles ces voitures une lutte? Le visage de Thibaut s'est tordu, il a fait un pas vers moi, ses poings serrés. J'avais besoin de cette maison, a-t-il crié, sa voix se brisant. Je l'ai utilisé comme garantie, c'était là, la vraie vérité pathétique et pourrie. Garantie pourquoi, Thibaut, ai-je demandé, bien que je le sache déjà.
pour mes investissements pour notre avenir, il a gestualisé sauvagement vers Amandine, j'ai des partenaires, j'ai des affaires en cours. Je leur ai dit que j'avais des capitaux propres. Important, cette maison était mes capitaux propres. Quand la banque saisit, ce n'est pas juste la maison, tout s'effondre. Je suis ruiné, nous sommes ruinés. Il respirait fort, ses yeux écarquillés par l'ampleur totale de sa propre destruction. Il n'avait pas seulement vécu un mensonge, il avait exploité un mensonge, il avait emprunté de l'argent contre un actif qui n'avait jamais été le sien. Tu m'as fait ça, a-t-il rugi, pointant son doigt vers mon visage. C'est ta faute, si tu avais juste été honnête, si tu n'avais pas joué à ces jeux malades et tordus, je n'aurais pas eu à quoi ai-je demandé, à utiliser ma maison comme ta banque personnelle, à mentir à ta femme, à co-signer avec ses parents sachant que tu commettais une fraude. Je l'ai fait pour elle, a-t-il crié en attrapant à nouveau le bras d'Amandine, pour lui donner la vie qu'elle méritait, la vie que tu étais trop égoïste pour lui donner. C'est toi qui as menti. Tu as laissé ta propre fille croire que tu n'étais rien. Il haletait maintenant, un animal acculé, cherchant tout moyen possible de rendre cela ma faute, de transformer son avidité en mon péché. Tu nous dois, a-t-il chuchoté, sa voix tremblant d'un droit profond et déséquilibré. Après tout ça, après nous avoir menti, après nous avoir embarrassé, tu nous dois. Je l'ai regardé, j'ai regardé ma fille qui se tenait derrière lui hochant la tête en accord, son visage un masque de ressentiment. Ils étaient unis là-dedans. Ils croyaient vraiment que mon argent était leur droit, que ma vie, mes actifs, mon travail caché n'était qu'un héritage qui leur avait été injustement refusé. La dernière lueur de pitié que j'aurais pu ressentir pour eux s'est évanouie. J'ai ramassé ma boîte à lunch du sol. J'ai ouvert la porte côté conducteur de mon vieux camion. Je ne vous dois rien, ai-je dit, ma voix aussi plate et finale qu'un coffre-fort qui se ferme. Je suis monté dans le camion, j'ai mis la clé dans le contact et je l'ai tourné. Le vieux moteur a toussé puis a vrombi à la vie. Dégagé de mon chemin. Thibaut est resté là figé, son visage un masque grotesque d'incrédulité et de rage. Il avait joué sa dernière carte et elle était sans valeur. J'ai mis le camion en marche arrière. Ils ont reculé précipitamment, trébuchant l'un sur l'autre alors que je reculais de la place de parking. J'ai mis le camion en marche avant, et je me suis éloigné, les laissant debout là dans le gravier, s'étouffant avec la poussière de ma vieille vie pauvre et sans valeur. La BMW série 7 a dérapé hors du parking en gravier, faisant une embardée sur la route principale, les pneus hurlant en signe de protestation. À l'intérieur de la voiture de luxe, l'atmosphère était suffocante, un mélange toxique d'air vicié et de panique brute. Thibaut agrippait le volant si fort que ses articulations étaient blanches, les 4 griffures rouges sur sa joue infligées par sa belle-mère brûlaient. Il est juste parti, a balbutié Amandine. Elle fixait par la fenêtre son visage pâle et strié de larmes séchées. Il nous a juste laissé là. Ferme-la. Ferme-la juste, Amandine, je réfléchis. Thibaut a frappé son poing contre le tableau de bord gainé de cuir. Il s'est joué de nous, ce vieux bâtard. Il s'est joué de nous, prétendant être un pauvre vieux menuisier, un fonds fiduciaire d'1 million de dollars. Il riait de nous, il a pris la maison. Thibaut a chuchoté à Amandine la réalité de la chose, s'enfonçant enfin. Il prend la maison, la banque, les deux la croix. Ils vont nous poursuivre. Nous sommes ruinés. Non, a crié Thibaut en contournant une voiture plus lente. Nous ne sommes pas ruinés, il ne bougera pas, alors nous le contournons, nous trouvons un autre moyen. Quel autre moyen, a crié Amandine, sa voix montant à un niveau hystérique. Il a tout l'argent, il a les avocats, il a tout, nous n'avons rien. Thibaut est resté silencieux un long moment, le seul son le bourdonnement du moteur coûteux. Ses yeux se sont plissés, la panique frénétique étant remplacée par un calcul reptilien. Froid, il avait bâti toute son identité sur ce mensonge et il n'allait pas le laisser partir. Il est instable, a dit Thibaut, sa voix soudainement calme et mesurée. Amandine l'a regardé confuse. Quoi? Il est clairement erratique, a dit Thibaut, testant les mots. Pensy, un multimillionnaire qui passe ses journées dans un atelier poussiéreux, qui ment à sa propre famille depuis 10 ans, qui prétend être pauvre, qui coupe les vivres à sa propre fille, pourquoi une légère offense perçue. Ce n'est pas un comportement normal, Amandine. C'est la définition de l'erratique. Une nouvelle compréhension horrifiante a germé sur le visage d'Amandine. Elle a fixé son mari. Thibaut, qu'est-ce que tu suggères? Je suggère, a dit Thibaut, ses lèvres se tirant en arrière dans un sourire sans humour, que nous avions raison la première fois. Nous avons juste parlé à la mauvaise personne. Tu veux le déclarer incompétent? Le mot semblait lourd, interdit. C'est le seul moyen qui reste, la voix de Thibaut s'est élevé, à nouveau dynamisé par ce nouveau chemin sombre. Ce n'est même pas un mensonge. L'homme est clairement sénile, il est un danger pour lui-même, il prend des décisions financières irrationnelles, des décisions qui blessent sa famille. Mais Petrov, son avocat, il connaît la vérité. Petrov est juste un employé, à cracher Thibaut. Il a un devoir fiduciaire envers le trust, pas envers Grégoire. Si le bénéficiaire unique, toi, vient à lui avec des préoccupations légitimes sur l'état mental du fondateur, il doit écouter. Il est légalement obligé d'enquêter. Amandine était silencieuse, son esprit s'emballant. La panique s'estompait, remplacée par le même calcul froid que celui de son mari. Nous dirons à Petrov, nous lui dirons que nous sommes terrifiés, à continuer Thibaut, le plan se formant rapidement dans son esprit. Nous dirons que le choc de la confrontation l'a brisé, qu'il est confus, qu'il nous menace, qu'il n'est plus l'homme qu'il était. Nous sommes sa seule famille. Nous devons prendre le contrôle du trust pour sa sécurité, pour sa propre protection, et pour la nôtre, a chuchoté Amandine, ses yeux se durcissant. Exactement, a dit Thibaut. Il a sorti son téléphone et le lui a tendu. Trouve le numéro de Linden Capital. Tu vas passer l'appel, tu es sa fille, tu es celle qui a le cœur brisé, tu dois être celle qui sonne l'alarme. Amandine a pris le téléphone, sa main ne tremblait plus.
J'étais assis dans le silence chaud et confortable de mon appartement, le soleil se couchait peignant les cloisons sèches bon marché de teintes oranges et violettes, c'était paisible. L'énergie frénétique et l'aide de la confrontation sur le parking s'étaient estompées ne laissant qu'une certitude froide et dure. J'avais coupé la ligne, maintenant je les regarderais juste se débattre. Mon vrai téléphone, le smartphone sécurisé que je gardais caché dans ma boîte à outils d'atelier, a vibré sur le comptoir de la cuisine. Ce n'était pas le simple téléphone à clapet qu'Amandine connaissait, celui-ci était crypté, je l'ai ramassé, l'identifiant de l'appelant était juste une seule lettre P. J'ai répondu, dis-moi. La truite vient de sauter dans le filet Grégoire. La voix de Petrov était sèche et professionnelle, mais je pouvais entendre la faible trace d'amusement en dessous. Il appréciait ça, elle a appelé le standard du bureau il y a moins de 5 minutes juste à l'heure. Je me suis penché en arrière dans ma vieille chaise, fermant les yeux imaginant la scène qu'il peignait, elle a joué parfaitement à continuer Petrov. J'ai l'enregistrement bien sûr, elle a commencé l'appel avec un bégaiement, un petit sanglot très pratiqué, très théâtral. Je pouvais entendre le sourire dans sa voix alors qu'il imitait. Maître Petrov a-t-il mimé, montant sa voix aiguë et vacillante. C'est cette Amandine Linden, la fille de Grégoire Linden. Je suis désolé de vous déranger, mais j'ai besoin de vous parler, je suis tellement inquiète. J'ai failli rire. Inquiète, un mot qu'elle n'utilisait que lorsque son accès à mon argent était menacé. J'ai joué mon rôle Grégoire, a dit Petrov, laissant tomber le mimétisme. Je suis devenu le conseiller juridique profondément concerné. Mademoiselle Linden, bien sûr qu'elle semble être le problème. C'est votre père. D'accord, a dit Petrov. Elle a fait une pause comme si elle rassemblait le courage de dire une terrible vérité. Il ne va pas bien, maître Petrov, avait-elle chuchoté dans le téléphone, sa voix épaisse de fausses larmes. Il ne va pas bien, il n'est pas lui-même, il dit des choses si étranges, il semble si confus, il oublie tout, nous sommes terrifiés. Il développe une démence. Démence, le mot magique, la clé légale qu'il cherchait, le mot qui pourrait déverrouiller tout mon coffre-fort et le leur remettre. Ils étaient maladroits mais ils n'étaient pas subtils. Je lui ai demandé ce qui lui faisait dire ça, a dit Petrov. J'avais besoin qu'elle s'engage sur le mensonge sur une ligne enregistrée. Et elle l'a fait, au Grégoire comme elle l'a fait, ce sont ses décisions, a-t-elle pleuré à Petrov. Il a juste annulé le paiement de l'hypothèque de notre maison de nulle part sans raison. Il prend des décisions complètement irrationnelles, maître Petrov. Il essaie de nous rendre sans abri, il nous a coupé les vivres et il ne semble même pas comprendre ce qu'il fait. Nous pensons qu'il est un danger pour lui-même. Nous croyons qu'il souffre d'une grave perte de mémoire. Danger irrationnel pour lui-même, perte de mémoire. Elle avait déclenché tous les leviers juridiques. Elle et Thibault avaient clairement passé la dernière heure sur Internet à chercher sur Google comment déclarer un parent riche incompétent. Alors Grégoire, a dit Petrov, sa voix imprégnée de la satisfaction d'un maître d'échecs sur le point de faire échec et mat. J'ai tendu le piège, j'ai écouté retenant mon souffle savourant. Je lui ai dit, a dit Petrov. Oh mon Dieu, mademoiselle Linden, c'est une nouvelle épouvantable. Vous avez eu tout à fait raison de m'appeler. Si monsieur Linden est vraiment mentalement incapable, alors nous avons l'obligation légale d'agir, nous devons protéger le trust. Et qu'a-t-elle dit, ai-je demandé? Elle a mordu à l'hameçon si vite que j'ai presque eu pitié d'elle. Oh merci maître Petrov, merci, a-t-il mimé à nouveau. Nous voulons juste ce qu'il y a de mieux pour lui, nous sommes juste tellement inquiets. Alors je l'ai ferré, a continué Petrov. Je lui ai dit, bien sûr, votre inquiétude est admirable. J'ai besoin que vous et votre mari veniez à mon bureau à la première heure demain matin, 10 heures précises. Nous devrons discuter d'une tutelle, un transfert temporaire de contrôle étant donné les circonstances. J'ai souri, un sourire froid et serré. Un transfert de contrôle, il leur avait servi leur souhait le plus cher sur un plateau d'argent. C'était un avocat brillant. Elle a pratiquement pleuré de soulagement. Petrov a dit qu'il serait là, mais ensuite j'ai ajouté la pièce finale. Le plomb comme tu l'as appelé, les Delacroix, ai-je chuchoté, les Delacroix, a confirmé Petrov. Je lui ai dit, et s'il vous plaît mademoiselle Linden, ces critiques, vous devez amener monsieur et madame Delacroix avec vous. En tant que co-signataires de ce prêt de 800 000 €, leur témoignage sur cette annulation irrationnelle sera crucial pour prouver l'état de votre père. Vous voyez, le tribunal trouvera leur témoignage inestimable. Et elle n'a même pas hésité. Oui, bien sûr, cela a du sens, nous les amènerons 10 heures. Merci maître Petrov, vous nous avez sauvés. Petrov a laissé échapper un petit rire sourd. Elle a raccroché Grégoire. Je peux te garantir en ce moment même qu'elle est assise à côté de son mari, son visage rouge de triomphe. Elle pense qu'elle a gagné. Elle pense qu'elle marche dans mon bureau demain pour se faire remettre les clés de ton royaume. J'ai regardé par la fenêtre de mon petit appartement, le soleil avait disparu, les lampadaires projetaient de longues ombres solitaires. Elle marche vers sa propre exécution. Petrov, ai-je dit, ma voix calme, et elle amène son propre peloton d'exécution. Je ferai préparer la salle du conseil, a-t-il répondu. Et Grégoire, oui, essaie de profiter de ta soirée. Je sais que je profiterai de la mienne. J'ai raccroché le téléphone sécurisé. Je me suis assis dans l'obscurité de mon salon simple, celui qu'ils pensaient être la somme totale de ma vie. Ils étaient si confiants, si suffisants, si consumés par leur propre avidité qu'ils ne pouvaient pas voir la vérité. Ils pensaient qu'ils étaient les prédateurs chassant le vieil homme sénile et faible. Ils n'avaient aucune idée que le piège dans lequel ils marchaient si avidement était celui que j'avais tendu pour eux au moment où ils avaient appelé mon cadeau de la ferraille. Demain, le menuisier poserait ses outils et le PDG de Linden Capital retournerait. Enfin, après 10 longues années au travail. Ils se sont rencontrés à 9h50 du matin, non pas dans le bureau d'un avocat, non pas dans une salle de conseil.
Ils se sont rencontrés à la Chandelier, une boulangerie française ridiculement chère, à un pâté de maison de mon immeuble ou un simple cappuccino coûte 20 €. Petrov avait un de ses associés juniors qui les surveillait depuis une voiture de l'autre côté de la rue. Il m'a tout raconté. Ils étaient un portrait parfait de conspiration suffisante. Tous les quatre. Blottis autour d'une minuscule table en marbre blanc, Amandine tamponnait ses yeux parfaitement secs avec une serviette en soie, jouant le rôle de la fille au cœur brisé. Thibaut était dans son costume de puissance, celui gris anthracite que j'avais payé à travers leur tissu de mensonges. Il se penchait, sa voix basse et urgente. Les 4 griffures rouges sur sa joue, un joli cadeau d'adieu de Madame Delacroix, étaient mal dissimulés avec le fond de teint d'Amandine. C'est simple, disait Thibaut. Ses mains tranchant l'air, je peux l'imaginer, je peux entendre cette voix creuse et arrogante qu'il utilise quand il pense qu'il est l'homme le plus intelligent de la pièce. L'homme est clairement erratique, nous l'avons tous vu. Qui fait ça? Un multimillionnaire prétendant être un menuisier sans abri pendant 10 ans. Ce n'est pas excentrique, c'est instable. Monsieur Delacroix, son visage encore d'une nuance de violet marbré de la rage de la veille, a claqué sa tasse en porcelaine. Le cliquetis a résonné dans la boulangerie calme. Je me fiche de ses passe-temps, Thibaut, je me soucie de 800 000 €. La banque a appelé mon bureau personnel 3 fois ce matin. Il ne plaisante pas, nous sommes coincés. Exactement, a dit Thibaut, bondissant sur la déclaration comme un prédateur. Ce qui prouve mon point. Ses actions ne sont pas rationnelles. Il n'est pas juste un danger pour lui-même, il est une menace financière directe pour nous. Il est vindicatif. Il est confus, madame. Delacroix, qui avait l'air de n'avoir pas dormi, a hoché la tête vigoureusement. Il est sénile, c'est la seule explication. Cette petite boîte à musique absurde, elle a craché les mots et mettre sa propre fille à la porte le jour de la fête des pères, c'est une démence classique. Ma grand-tante Béatrice a fait exactement la même chose juste avant que nous devions la mettre dans une maison. Alors voici le plan, a dit Thibaut, prenant les choses en main. Il était le général de sa propre destruction. Nous entrons là-dedans, nous sommes un front uni. Amandine, tu es la fille en deuil. Tu es terrifiée qu'il se blesse, tu es inquiète qu'il donne tout son argent à je ne sais pas cet atelier. Il s'est ensuite tourné vers les Delacroix, les alliés qu'il pensait d'avoir. Monsieur et Madame Delacroix, vous êtes les piliers de cette communauté, vous êtes la tierce partie objective et concernée. Vous avez juste besoin de confirmer que ces actions, spécifiquement l'annulation de ce paiement hypothécaire, ne sont pas les actions d'un esprit sain. Vous devez exprimer votre grave préoccupation que l'homme avec qui vous avez co-signé un prêt est mentalement inapte. Monsieur Delacroix a plissé les yeux, c'était un homme d'affaires, il ne se souciait que du résultat. Et qu'est-ce que cela nous apporte? Que se passe-t-il quand ce Petrov convient que le vieil homme est fou? Thibaut a souri, un sourire de requin lisse. C'est simple, nous sommes sa seule famille. J'ai déjà fait examiner les statuts standards par mon avocat. Le tribunal n'aura pas d'autre choix que de nous nommer Amandine comme son tuteur. Nous prenons le contrôle du trust, nous reprenons le contrôle des actifs. Il a fait une pause pour les faits. La première chose que nous faisons est de rétablir le paiement de l'hypothèque. La banque est satisfaite, votre responsabilité a disparu, et tout, a-t-il dit en écartant les mains, revient à la normale. Revenir à la normale. Je suis sûr que Petrov a souri quand il m'a raconté cette partie. Normale, dans ma maison. Moi dans une institution. Monsieur Delacroix a réfléchi un instant, caressant sa Rolex. La Rolex que j'ai payée, puis il a hoché la tête lentement. C'est propre, cela protège nos intérêts. Bien, nous soutiendrons votre pétition. L'homme est clairement un lunatique, c'est notre devoir civique d'intervenir. Amandine a réussi à presser une seule larme triomphante. Thibaut s'est penché en arrière, croisant les bras. Il avait rallié ses troupes. Il les avait tous convaincus. Bien, a dit Thibaut, il a regardé sa montre. Ma montre, il est 9h55, il est temps d'aller sauver mon beau-père de lui-même. L'associé de Petrov les a regardés quitter le café. Il a dit qu'ils avaient l'air confiants, ils avaient l'air arrogants, ils ressemblaient à des vainqueurs marchant sur un champ de bataille où l'ennemi s'était déjà rendu. Ils ont payé leur note de 80 € pour 4 cafés et ont marché comme un front uni de l'autre côté de la rue, aidant le hall du bâtiment Linden Capital. Ils n'avaient aucune idée qu'ils étaient des agneaux marchant fièrement vers l'abattoir et que le boucher les attendait au 60e étage. Les portes de l'ascenseur se sont ouvertes avec un doux sifflement coûteux. Si le hall les avait impressionnés, la salle du conseil les a anéantis. Ce n'était pas une pièce, c'était une déclaration. Tout le mur nord était une seule feuille de verre surplombant la ville. La table était une dalle de 9 mètres de marbre noir sans veine polie, à une telle finition miroir qu'elle ressemblait à un lac sombre. Les chaises étaient des merveilles ergonomiques, à hauts dossiers de cuir et de chrome. Thibaut, pour la première fois, semblait petit. Il a visiblement redressé sa cravate. Monsieur Delacroix a laissé échapper un sifflement bas et impressionné. Les yeux de Madame Delacroix étaient écarquillés, passant des œuvres d'art originales sur les murs au plafond vertigineux. Amandine, cependant, avait l'air triomphante. Ceci, dans son esprit, était déjà à elle. C'était la richesse que son père avait bêtement cachée et elle était ici pour la réclamer. À Monsieur Crawford, Mademoiselle Linden, Monsieur et Madame Delacroix, s'il vous plaît, entrez, a dit Petrov, se tenant à la tête de la table. Il était l'image de l'autorité légale. Son costume était impeccable. Son attitude était grave, concernée et parfaitement mise en scène. Merci de nous recevoir avec un si court préavis, maître Petrov, a dit Thibaut en s'avançant, sa confiance revenant. Il était l'homme de l'heure ici pour résoudre le problème, et puis il m'a vu, j'étais déjà là, j'étais là depuis 1 heure. Je n'étais pas à la tête de la table. J'étais assis sur une simple chaise en bois caché dans le coin de la pièce, loin de l'action principale.
Je portais la même chemise en flanelle et le même pantalon de travail d'hier, ceux encore faiblement saupoudrés de merisier. Dans mes mains je tenais un petit bloc de pain et avec un simple couteau à sculpter je taillais tranquillement. Un petit oiseau commençait à prendre forme, le doux grattement de la lame sur le bois était le seul son dans la pièce. Thibaut s'est arrêté net, son visage a rougi. Papa, qu'est-ce que tu fais ici? Amandine s'est figée, ses yeux brillants d'une pure fureur. Ma présence ne faisait pas partie de leur plan, ils s'attendaient à gérer cela à propos de moi, pas avec moi. Petrov est intervenu, sa voix douce comme de la soie. J'ai pensé qu'il était important que M. Linden soit présent étant donné la nature délicate de vos préoccupations, mademoiselle Linden. S'il vous plaît, asseyez-vous. Ils ont échangé un regard paniqué rapide. Cela compliquait les choses, mais Thibaut, toujours l'improvisateur, a récupéré rapidement. Il a même réussi un petit sourire condescendant. En fait, maître Petrov, a dit Thibaut en s'asseyant et en me désignant comme si j'étais une pièce à conviction. C'est parfait. C'est bien que vous le voyez comme ça. C'est exactement ce dont nous parlons. Je n'ai pas levé les yeux. J'ai juste continué à sculpter, laissant tomber un petit copeau de bois sur le sol en marbre inestimable. Monsieur Delacroix s'est raclé la gorge. Maître Petrov, a-t-il tonné, nous sommes ici parce que nous sommes inquiets. En tant que co-signataires d'un prêt important, nous avons été alertés d'une décision financière hautement irrationnelle prise par M. Linden, une décision qui nous a tous mis en péril juridique et financier extrême. Petrov a hoché la tête gravement, joignant les doigts. Je comprends. Mademoiselle Linden, vous avez mentionné au téléphone que vous croyez que votre père ne va pas bien. Amandine s'est avancée, c'était son moment. Elle s'est tournée vers moi, ses yeux débordant des fausses larmes les plus convaincantes et déchirantes que j'ai jamais vues. Papa, a-t-elle dit, sa voix tremblant. Nous faisons cela parce que nous t'aimons. Elle s'est ensuite tournée vers Petrov. Maître Petrov, mon père, il n'est pas lui-même, il ne l'a pas été depuis un moment, il est confus, il oublie des choses. Il a été erratique, paranoïaque, cette obsession avec ce travail du bois. Elle a gestualisé vers moi, c'est tout ce qu'il fait, il est déconnecté de la réalité. Elle a pris une respiration saccadée, une performance parfaite d'une fille dans la douleur. Hier soir il a eu un épisode, il est venu chez nous et a causé une scène terrible et maintenant ça a annulé l'hypothèque. Il ne comprend pas ce qu'il fait, il s'emporte, je vois, dit Petrov, sa voix neutre. Et vous, monsieur Crawford, vous êtes d'accord avec cette évaluation? Thibaut s'est penché en avançant. Visage un masque de préoccupation solennelle, à 100% monsieur. En tant que son gendre, j'ai essayé de gérer ses excentricités, mais ça, ce n'est plus juste de l'excentricité, c'est un signe clair d'incompétence mentale. Il est un danger pour lui-même et pour sa propre sécurité financière. Il prend des décisions qui sont franchement folles. Folle, incompétent, confus, ils avaient utilisé tous les mots magiques. J'ai continué à sculpter. Le petit oiseau était presque fini. Nous sommes ici. Aujourd'hui, a dit Amandine, sa voix se raffermissant, prenant les choses en main. En tant que sa seule famille, en tant que les gens qu'il aime le plus, pour demander formellement que Linden Capital agisse, Petrov a haussé un sourcil. Quelle action précisément demandez-vous, mademoiselle Linden? Thibaut a parlé. Étant donné son instabilité mentale évidente et en tant que bénéficiaire unique du trust, nous demandons un transfert temporaire de contrôle. Nous avons besoin d'être nommés tuteurs du Trust Linden pour le protéger de lui-même, pour assurer que ses actifs sont gérés rationnellement. Amandine a hoché la tête, ajoutant le point crucial final. Et bien sûr, a-t-elle dit avec un coup d'œil sympathique rapide vers les Delacroix pour rétablir immédiatement le paiement de l'hypothèque pour s'assurer que ses obligations financières sont remplies. Nous voulons juste réparer ce qu'il a cassé. Il avait fait, ils étaient entrés dans la pièce. Ils avaient vu l'homme qui détenait tout le pouvoir et aveuglé par leur propre avidité et arrogance, il avait pointé du doigt et devant un avocat et des témoins, il avait déclaré fou, sénile et incompétent. Il n'avait aucune idée de ce qu'il venait de signer. Petrov les a regardés puis moi. J'ai soufflé un petit copeau de pain de l'aile nouvellement formée de l'oiseau. J'ai levé les yeux pour la première fois et j'ai rencontré les yeux de ma fille. J'ai souri. Est-ce tout ai-je demandé? J'ai gardé la tête baissée. Je me suis concentré sur le petit bloc de pain lisse dans mes mains. Le grattement de mon couteau était un petit son réconfortant dans le vaste silence froid de la salle du conseil. J'étais le vieil homme dans le coin, l'accessoire pour leur pièce, le menuisier sénile qu'ils étaient ici pour sauver. Petrov a laissé leurs accusations planer dans l'air. Fou, incompétent, confus, un danger pour lui-même. Les mots ont résonné sur le marbre et le verre. Il a tourné toute son attention professionnelle vers Amandine. Son visage était un masque parfait de graves préoccupations. Mademoiselle Linden, l'état de votre père semble profondément troublant. Il l'est, a dit Amandine. Sa voix était un chef-d'œuvre d'empathie feinte. Elle a même tendu la main à travers la table pour mettre sa main sur celle de Thibaut, les deux formant un front uni contre ma folie supposée. Nous ne voulions pas le croire, maître Petrov, mais ses actions, elles ne sont juste pas lui. Il s'emporte. Petrov a tourné son regard vers Thibaut. Et vous, monsieur Crawford, vous avez utilisé le terme mentalement inapte. C'est un terme juridique très spécifique. Thibaut s'est penché en avant. Il pouvait sentir le sang dans l'eau. Il pensait que c'était son moment de victoire. Absolument, a-t-il dit, sa voix ferme et confiante. Il prend des décisions financières irrationnelles qui sont franchement folles. Je veux dire, regardez-le. Il a gestualisé vers moi dans le coin avec ma chemise en flanelle usée et mon morceau de bois. Un multimillionnaire, si c'est même vrai, prétendant être sans abri, annulant un paiement hypothécaire de 800 000 € sans raison. Quelle personne saine d'esprit fait ça? Il est vindicatif, il est confus et il n'est pas dans son bon sens. Monsieur Delacroix, sentant que la fin était proche, est intervenu, sa voix grave, un grondement bas. Nous sommes d'accord.
L'homme est une responsabilité, notre bon nom est sur ce prêt, nous sommes ici pour soutenir cette pétition. Il a besoin d'être géré comme un animal malade imprévisible, j'ai soigneusement rasé un mince copeau de bois parfait de l'aile de l'oiseau, il a flotté et a atterri silencieusement sur le sol en marbre sans défaut. Petrov a hoché la tête lentement, il a tapoté son stylo sur le bloc-notes juridique devant lui, une fois, deux fois, trois fois. Les petits ont été comme le marteau d'un juge, bien a dit Petrov. Le mot était calme, mais il a changé la température de la pièce de 20 degrés. Le sourire joué d'Amandine a vacillé, les épaules de Thibaut se sont tendues. Je suis désolé, a demandé Thibaut, sa confiance vacillant pour la première fois. Petrov s'est finalement lentement permis de sourire. Ce n'était pas un sourire aimable, ce n'était pas un sourire sympathique, c'était le sourire d'un requin qui vient de sentir le sang dans l'eau, c'était le sourire que je connaissais bien. Le sourire qui signifiait « je suis sur le point de vous détruire complètement ». J'ai dit bien à répétait Petrov. Sa voix était soudainement tranchante, nette, toute prétention de préoccupation disparue. Je suis tellement content que vous ayez dit tout cela. Il s'est levé, plaçant ses mains à plat sur la table en marbre. Confus, perte de mémoire, démence irrationnelle, mentalement inapte, fou, vous avez tous été très spécifiques, très clairs. Vous avez sur une ligne enregistrée, et maintenant ici devant des témoins et vos cautions solidaires juridiques, vous avez tous formellement accusé le fondateur de ce trust d'être mentalement incompétent. Thibaut a froncé les sourcils, le piège lui était encore invisible. Oui, c'est exact. C'est pourquoi nous sommes ici pour l'aider. Et vous faites une pétition, à continuer Petrov, sa voix comme de l'acier enveloppé de soie, pour avoir le contrôle de ce trust multimillionnaire transféré à vous. Est-ce exact en tant que sa seule famille? Oui, a dit Amandine, sa voix était plus petite maintenant. Pour protéger ses intérêts. Parfait, a dit Petrov. Il s'est tourné et a marché non pas vers son bureau mais vers l'écran mural massif. Il a appuyé sur un bouton d'une télécommande, l'écran qui affichait une œuvre d'art abstrait à Privy, parce que vous voyez, a dit Petrov, sa voix remplissant la pièce. Monsieur Grégoire Linden et sa défunte épouse Léa ont été très spécifiques lorsqu'ils ont rédigé ces documents de trust, ils étaient prescients, ils ont anticipé un jour un moment une personne juste comme celle-ci. Il a regardé directement Amandine. Son visage a pâli. Votre mère, mademoiselle Linden, a dit Petrov, sa voix s'adoucissant avec ce qui ressemblait à un respect authentique, savait que la grande richesse pouvait attirer de mauvais acteurs. Elle craignait qu'elle ne puisse corrompre, elle a insisté sur une sécurité, une protection non pas pour le bénéficiaire mais contre le bénéficiaire. De quoi parlez-vous, a chuchoté Amandine. Je parle, a dit Petrov, de la seule clause de ce document de 20 pages que vous n'avez clairement jamais pris la peine de lire. La seule clause qui a été conçue précisément pour vous, Thibaut, pour cette réunion exacte, pour cette accusation exacte. Il a appuyé sur un autre bouton. L'écran a été rempli de textes juridiques denses, il a zoomé sur une section, je n'avais pas besoin de la lire, je la connaissais par cœur. Je vous présente, a annoncé Petrov, à la pièce la clause 11.2, un magnifique morceau de travail juridique, si je puis dire moi-même. Nous l'appelons la clause de capacité et de mauvaise foi. Le sourire de Petrov a disparu, la chaleur dans la pièce qui avait été mince et artificielle au départ s'est évaporée, l'air est devenu froid, il a regardé Amandine et son expression n'était plus celle d'un avocat de famille concerné. C'était le regard d'un procureur. Merci mademoiselle Linden, a-t-il dit. Sa voix n'était plus douce, elle était tranchante comme un éclat de glace. Merci d'avoir été si clair. Merci d'avoir utilisé les mots confus, irrationnels et perte de mémoire. Et merci monsieur Crawford de confirmer votre conviction que monsieur Linden est fou et mentalement incompétent. Vous avez tous deux en ce jour formellement pétitionné cette entreprise pour une tutelle basée sur une allégation de mauvaise foi, d'incapacité mentale. Thibaut a hoché la tête, toujours inconscient. Exactement, nous sommes heureux que vous voyiez l'urgence. Alors quelles sont les prochaines étapes? La prochaine étape, a dit Petrov, est d'examiner les preuves. Amandine a froncé les sourcils. Les preuves, nous sommes sa famille. Oui, vous l'êtes, a dit Petrov, et en tant que tel votre témoignage est crucial. En fait, j'ai votre témoignage initial juste ici. Il a appuyé sur un bouton de la console élégante encastrée dans la table en marbre. La pièce était si calme que le petit clic a résonné comme un coup de feu, et puis la voix d'Amandine a rempli la pièce, pas sa vraie voix, sa voix jouée d'hier. La voix aiguë, tremblante et larmoyante que j'avais entendue sur ma ligne sécurisée. Maître Petrov, c'est Amandine Linden, je suis tellement inquiète. Le visage d'Amandine est devenu blanc. La tête de Thibaut a claqué vers les haut-parleurs cachés dans le plafond. Il n'est pas lui-même maître Petrov. Il est confus. Nous sommes terrifiés qu'il développe une démence. Qu'est-ce que c'est, à balbutier Thibaut, se levant à moitié de sa chaise. C'est illégal, a hurlé madame Delacroix. Vous ne pouvez pas enregistrer quelqu'un sans sa permission. Dans cet état, madame, avec le consentement d'une partie, je le peux absolument, a répondu Petrov sans la regarder. Ses yeux étaient verrouillés sur Amandine. L'enregistrement a continué. Il prend des décisions complètement irrationnelles. Il s'emporte. Nous pensons qu'il souffre d'une grave perte de mémoire. L'audio s'est coupé. Le silence qui est revenu était suffocant. Amandine avait l'air d'aller être malade. La couleur avait quitté son visage. J'étais juste. J'étais inquiète, a-t-elle haleté. Vous établissiez un dossier juridique, l'a corrigé Petrov. Vous construisiez un cas frauduleux utilisant une terminologie juridique spécifique pour prendre le contrôle de ce trust. Vous venez de nous fournir la preuve irréfutable de votre intention. Thibaut s'est levé complètement maintenant, sa chaise raclant bruyamment sur le marbre. C'est un piège, vous déformez nos mots. Je ne fais rien de tel, a dit Petrov. Je suis simplement les procédures.
Exact établi par le fondateur M. Grégoire Linden pour cet événement anticipé spécifique. Quoi quelle procédure, a chuchoté Amandine, sa voix à peine audible. Petrov a tourné son regard vers l'écran massif sur le mur, l'écran qui montrait encore le texte en surbrillance de la clause 11.2, la procédure Mademoiselle Linden que votre mère a insisté pour que nous incluions dans ce document. La procédure qu'elle a mise en place pour protéger votre père de vous. Il a pris un pointeur laser et un point rouge net est apparu sur l'écran. Il a lu les mots à haute voix, sa voix claire et finale comme un juge lisant une condamnation à mort. Clause 11 section 2, la clause de capacité et de mauvaise foi. Si le bénéficiaire principal Amandine Linden et ou tout conjoint légalement associé au bénéficiaire Thibaut Crawford fait une tentative de mauvaise foi pour déclarer le fondateur Grégoire Linden mentalement incompétent, sénile ou autrement incapable. Il a fait une pause laissant les mots s'enfoncer. Thibaut fixait l'écran la bouche ouverte, il lisait enfin les petits caractères qu'il avait ignorés si longtemps. Petrov a continué. Ou s'il se livre à un modèle de calomnie contre le caractère du fondateur ou conspire pour prendre le contrôle des actifs du trust par des moyens juridiques ou médicaux frauduleux. J'ai regardé Amandine, ses mains tremblaient si fort qu'elle devait agripper le bord de la table. J'ai regardé Monsieur Delacroix. Il lisait le texte et son visage qui avait été violet de rage contre moi était maintenant pâle d'une nouvelle terreur naissante pour lui-même. Petrov a élevé la voix légèrement pour les lignes finales dévastatrices. Cette action sera considérée comme un acte de trahison familiale profonde et irréversible. Elle constituera une rupture immédiate et absolue de l'alliance morale Léa Linden. La pièce était silencieuse. J'ai posé mon petit oiseau en bois fini sur la table devant moi. Petrov a baissé le pointeur laser. Il a regardé Amandine. Il a regardé Thibaut. Vous a-t-il dit venez de rompre l'alliance? La voix de Petrov était le seul son dans la tombe haute de 60 étages. Le point laser rouge sur l'écran était comme la visée d'un tireur d'élite braqué directement sur l'avenir de ma fille. Cette action sera considérée comme un acte de trahison familiale profonde et irréversible, a-t-il lu. Elle constituera une rupture immédiate et absolue de l'alliance morale Léa Linden. La pièce était si calme que je pouvais entendre le faible bourdonnement de la climatisation. Le visage d'Amandine n'était plus pâle, il était d'un blanc cireux artificiel. Thibaut était figé, sa bouche entr'ouverte, alors qu'il fixait les mots sur l'écran, comprenant enfin le piège qu'il avait déclenché sur lui-même. Monsieur Delacroix avait les yeux qui passaient de l'écran à moi et à son fils, son esprit calculant clairement les retombées financières. Petrov a éteint le pointeur laser. Il a tourné la tête lentement, et son regard froid et dénué de toute empathie humaine s'est posé directement sur ma fille. Par conséquent, a-t-il dit, sa voix tombant dans une finalité formelle dévastatrice, selon les termes explicites non négociables de la clause 11.2 que vous venez de déclencher avec votre propre témoignage de mauvaise foi enregistré. Il a fait une pause laissant le poids du moment les écraser. Il est de mon devoir en tant que conseiller principal de Linden Capital et exécuteur de ce trust de vous informer, Mademoiselle Linden, que vous êtes à partir de ce moment précis immédiatement et définitivement déshéritée de tout actif, propriété et fonds liés au trust Linden. Félicitations Amandine, vous venez de réussir à vous déshériter. Le silence qui a suivi était une chose physique. C'était un vide aspirant tout l'air de la pièce. Il a duré 3 secondes entières, puis le visage d'Amandine s'est chiffonné. Ce n'était pas un pleur, c'était un son que je n'avais jamais entendu un être humain faire, un hurlement aigu et déchirant de pure perte agonisante. C'était le son d'une vie de privilège et d'arrogance s'évaporant en un instant. Non, a explosé Thibaut, il ne m'a pas crié dessus, il n'a pas crié sur Petrov. Il a réagi avec la violence aveugle et stupide d'un animal piégé. Il a donné un coup de pied dans sa propre chaise, une pièce de designer à 1000 €, l'envoyant voler en arrière. Elle a percuté le mur de verre avec un craquement écœurant, brisant le verre de sécurité trempé en 1 million de petits diamants. C'est illégal, a-t-il rugi, sa voix tremblant de panique, son visage rouge vif, les griffures de Madame Delacroix ressortant comme des avertissements sanglants. Vous ne pouvez pas faire ça, c'est une ruse, vous nous avez piégés. Monsieur Delacroix était sur ses pieds. Il a raison, c'est de la fraude. Vous ne pouvez pas juste avoir une clause secrète. Nous allons poursuivre toute cette entreprise. Amandine ne faisait que crier maintenant. Un gémissement horrible continue, ses mains agrippant ses cheveux. Non, 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 non. Je suis resté dans mon coin, je n'ai rien dit, j'ai juste regardé. J'ai regardé la fondation de leur vie se transformer en poussière. Petrov n'a pas bronché, il n'a pas élevé la voix, il a attendu avec la patience d'un prédateur que le rugissement de Thibaut s'apaise en un halètement désespéré. Illégal, Monsieur Crawford, a demandé Petrov, sa voix imprégnée d'un amusement froid et coupant. Frauduleux, monsieur piégé, est simplement le mot qu'un homme coupable utilise pour avoir été déjoué. Il a gestualisé vers le document sur l'écran. Ce document a été rédigé, signé par votre femme, témoigné par 2 parties indépendantes et notarié il y a 10 ans. Il est, je vous l'assure, peut-être le trust le plus blindé de tout l'État. Votre femme a accepté ces termes lorsqu'elle a accepté la maison. Il a ensuite pointé non pas l'écran mais un petit dôme sombre dans le coin du plafond, un endroit où personne ne regarde jamais. Et quant à votre performance ici, aujourd'hui, a continué Petrov, je dois vous informer que toute cette réunion a été enregistrée. Votre pétition pour la tutelle, les affirmations larmoyantes de votre femme sur ma démence, votre accord mutuel calomnieux, que M. Linden est fou, inapte et confus. Votre intention frauduleuse déclarée de prendre le contrôle de ses actifs, tout est sur un disque dur. Il a souri, tout comme votre appel téléphonique d'hier, Mademoiselle Linden. Celui où vous avez si clairement établi votre réclamation de mauvaise foi de perte de
Mémoire et de démence avant même d'entrer ici. Amandine a arrêté de pleurer. Elle a juste fixé la bouche ouverte dans une horreur muette. Thibaut, je pouvais le voir, comprenait enfin. Il n'avait pas seulement perdu la maison, il n'avait pas seulement perdu l'héritage, il avait en une seule matinée arrogante remis à son ennemi une arme chargée. Vous a chuchoté Thibaut, vous nous avez enregistré. Bien sûr, a dit Petrov, comme si c'était la chose la plus évidente au monde, c'est une entreprise d'1 milliard de dollars, monsieur Crawford, pas un débat de lycée. Nous documentons tout surtout quand une bénéficiaire et son vérifie et notre mari financièrement désespéré entrant faisant des accusations sauvages d'incompétence mentale contre le fondateur. Ça s'appelle la diligence raisonnable. Petrov a empilé ses papiers en une pile soignée. Vous avez dans cette pièce même, devant la caméra officiellement, avoué une conspiration pour commettre une fraude contre ce trust. Vous n'avez pas seulement rompu l'alliance, vous y avez mis le feu. Vous ne vous êtes pas juste fait déshériter Amandine, vous avez très probablement commis un crime. Madame Delacroix a fait un petit bruit d'étouffement et s'est effondrée dans sa chaise. La pièce était silencieuse à nouveau. Le seul son était la respiration saccadée et irrégulière d'Amandine. Elle m'a regardé. Pour la première fois, elle me voyait vraiment. Pas le simple menuisier, pas le père embarrassant. Elle voyait l'homme qui venait de tout lui prendre. Ses yeux étaient creux. Comment a-t-elle chuchoté? Comment as-tu pu? Je me suis finalement levé. J'ai empoché mon couteau à sculpter. J'ai ramassé mon petit oiseau en bois fini et ma vieille boîte à musique cabossée. J'ai marché vers la table et je me suis tenu directement devant elle. Tu m'as mis à la portée, dit ma voix calme, mais elle portait dans le silence de mort. Tu as traité la mémoire de ma femme de ferraille. Tu avais honte de moi. J'ai regardé Thibaut. Tu allais voler ma maison. J'ai regardé tous les quatre. Vous pensiez que j'étais faible, vous pensiez que j'étais stupide, vous pensiez que je n'étais rien. J'ai placé le petit oiseau en bois lisse sur la table devant elle. La vérité, Amandine, ai-je dit, c'est que je ne le suis pas. Le visage de monsieur Delacroix, qui avait été un masque de jugement arrogant, s'est chiffonné. C'était un homme de chiffres. C'était un homme de levier, et il venait de voir son levier s'évaporer. J'ai vu les engrenages tourner dans sa tête. La panique n'était plus à propos de ma santé mentale. C'était à propos de sa solvabilité. Il s'est détourné de moi, ses yeux écarquillés d'une nouvelle compréhension terrible. Il a regardé Petrov. Attendez une minute, a-t-il dit, sa voix à un son bas étranglé. Attendez, si elle est déshéritée, si le trust, si les paiements ont cessé. Il a finalement regardé son gendre Thibaut qui me fixait toujours dans une horreur abjecte et muette. Qui, monsieur Delacroix, a-t-il demandé sa voix dangereusement calme, va payer cette foutue hypothèque? Petrov, qui était resté debout, a placé ses mains derrière son dos. Il a regardé monsieur Delacroix avec quelque chose approchant la pitié. C'est une excellente question, monsieur Delacroix, et la réponse est personne. Madame Delacroix a laissé échapper un petit son d'oiseau. Quoi, qu'est-ce que vous voulez dire par personne? Je veux dire, a dit Petrov, sa voix se projetant à travers la pièce, que Linden Capital en tant qu'unique administrateur a à 9h03 ce matin suspendu tous les paiements sur ce prêt. La banque a été notifiée de la rupture de l'alliance. Le processus de défaut a officiellement commencé. Défaut, a chuchoté Thibaut le mot. Oui, a continué Petrov. La banque va bien sûr agir pour saisir l'actif, la maison, mais comme je suis sûr que vos propres conseillers financiers vous le confirmeront, monsieur Delacroix, le marché immobilier s'est ramolli. La maison après saisie ne couvrira probablement pas la totalité du principal de 800 000 €, et puisque vous, monsieur et madame Delacroix, êtes les cautions solidaires légales sur cette note, Petrov n'a pas eu besoin de finir la phrase. Il a laissé pendre dans l'air une guillotine financière attendant de tomber. Le visage de monsieur Delacroix a pris une teinte de violet que je n'avais jamais vue sur un être humain. Tout son corps tremblait. Il ne m'a pas regardé, il n'a pas regardé Petrov. Il s'est tourné très lentement pour faire face à son gendre, pour faire face à Thibaut, qui était toujours figé, son esprit incapable de traiter la vitesse de sa propre destruction. Toi, monsieur Delacroix, a chuchoté. Thibaut a tressailli, faisant un pas involontaire en arrière. Papa, non, je peux arranger ça, je ne te connaissais pas. Monsieur Delacroix rugit. Le son n'était pas humain, c'était le son d'un animal, d'un taureau. Espèce de sale escroc de vendeur de vent. Il n'a pas marché, il a bondi. Il a bougé plus vite que je ne pensais qu'un homme de son âge pouvait bouger ses mains, attrapant le devant du costume coûteux de Thibaut, regroupant le tissu dans ses poings. Tu m'as dit que ton beau-père était pauvre. Il a crié, son visage à quelques centimètres de celui de Thibaut. Tu m'as dit que c'était une formalité, une garantie sans risque. Tu m'as dit que tu avais les actifs, tu m'as dit que tu étais un génie. Il a poussé Thibaut fort. Thibaut a trébuché en arrière, son talon accrochant le pied de la lourde table en marbre. Il est tombé, s'écrasant sur le sol inestimable, un étalement de membres paniqués et d'arrogance ruinée. Tu nous as ruinés, a hurlé Delacroix, donnant un coup de pied dans le côté de Thibaut. 800 000 €, notre réputation, nous allons être en faillite. Madame Delacroix, voyant la violence de son mari, a finalement craqué, mais elle ne m'a pas attaqué. Elle s'est tournée vers ma fille. C'est ta faute. Elle a hurlé, sa voix comme une sirène. Toi et ta famille de menteurs sans valeur, tu as fait ça, tu as piégé mon fils. Amandine, qui avait été catatonique, se faisait maintenant hurler dessus par sa belle-mère. C'était le chaos. Thibaut rampait au loin sur ses mains et ses genoux. Monsieur Delacroix, dans sa rage aveugle, a attrapé l'une des lourdes chaises en cuir et l'a levée au-dessus de sa tête. Je vais te tuer, espèce de fils de, a-t-il beuglé. Je suis juste resté dans mon coin. J'ai regardé la famille sophistiquée et les gens importants se déchirer comme les animaux qu'il était. Petrov, calmement, sans trace d'alarme, a appuyé sur un petit bouton discret sur la console du bureau. Sécurité, a-t-il dit dans l'interphone, sa voix parfaitement égale. Nous semblons avoir un désaccord vigoureux dans la salle du conseil principal.
Veuillez envoyer une équipe pour escorter les Delacroix et les Crawford des lieux. La fin était venue. Mon travail ici était terminé. Au milieu du chaos, je me suis levé. Mon mouvement était lent délibéré. Il était si déplacé avec les cris et la violence qu'il a agi comme un aimant pour leur attention. Monsieur Delacroix s'est arrêté, ses mains agrippant toujours le costume de Thibaut, son visage un masque de rage apoplectique. Les accusations hystériques de Madame Delacroix contre Amandine sont mortes dans sa gorge. Thibaut, toujours au sol, me regardait, ses yeux écarquillés d'un nouveau genre de peur. Et Amandine, elle a juste fixé son visage blanc et strié complètement et totalement brisé. Le seul son était le doux grattement de mes bottes sur le marbre. Alors que je marchais depuis mon coin, j'ai ignoré le verre brisé, j'ai ignoré la chaise renversée, je suis passé devant le monsieur Delacroix haletant et furieux. Je suis passé devant Thibaut qui rampait maintenant en arrière sur ses mains et ses genoux. J'ai marché vers la tête de la table en marbre de 9 mètres vers l'endroit où je m'étais assis pour la première fois. Mon vieux sac fourre-tout en toile était toujours par terre. J'ai plongé la main dedans. Ma main s'est refermée autour du simple paquet en papier brun, celui que Thibaut avait mis de côté près de la corbeille à pain hier soir, celui que j'avais tranquillement récupéré. Je l'ai sorti, la ficelle était toujours attachée autour, je l'ai déballé lentement délibérément, le papier brun a craqué bruyamment dans le silence suffocant. J'ai sorti la boîte à musique en merisier, la boîte à musique de Léa. J'ai marché vers l'endroit où ma fille Amandine était assise figée sur sa chaise. Ses yeux suivaient la boîte comme si c'était une bombe. Je l'ai placée sur la table devant elle, le bois doux et chaud était un contraste saisissant avec le marbre noir froid et stérile. Le son qu'elle a fait était calme mais final, un bruit sourd. Amandine a tressailli, je l'ai regardée non pas avec colère, non pas avec tristesse, je l'ai regardée avec rien, un vide froid et complet. Tu avais raison Amandine, ai-je dit, ma voix était calme mais elle remplissait toute la pièce. Elle m'a fixée tremblante. Tu avais raison hier soir, ai-je continué. Ça ne correspond pas à ta décoration, ça ne va pas avec ta nouvelle vie importante, ça n'a pas sa place avec les Rolex et les BMW. Je me suis penché juste un peu pour qu'elle ne puisse pas détourner le regard, et ça ne te correspond plus, ta mère Léa, elle était pleine de chaleur et d'honnêteté et de caractère. Cette boîte est une partie d'elle. Et toi tu es une étrangère froide et vide que je ne reconnais pas. Amandine a laissé échapper un petit son. Blessée comme si je l'avais physiquement frappée. Alors je la reprends, ai-je dit, j'ai ramassé la boîte la berçant dans ma main. Je la reprends, elle n'a pas sa place ici avec toi, j'ai mis la boîte soigneusement à l'intérieur de mon sac fourre-tout en toile. Puis j'ai tourné mon regard vers Thibaut, il était toujours au sol appuyé contre la table, un tas pathétique d'homme. Oh et Thibaut, ai-je dit, ma voix conversationnelle comme si je discutais de la météo. Juste pour que nous soyons clairs là. Banque saisira la maison dans 30 jours. Monsieur Delacroix a raison, il sera légalement responsable de la totalité du billet de 800 000 € qu'il a été assez fou pour co-signer pour toi. C'est maintenant son problème et ton problème. Le visage de monsieur Delacroix est devenu si possible encore plus pâle. Mon avocat, ai-je dit en désignant Petrov qui regardait depuis l'encadrement de la porte, enverra l'avis d'expulsion formelle cet après-midi. Vous avez 30 jours pour retirer vos affaires. J'ai marché vers la porte devant les statues figées de la famille Delacroix, devant ma fille en pleurs, devant l'homme brisé au sol. Je me suis arrêté au seuil. Bonne chance pour trouver un nouvel endroit où vivre, ai-je dit. Vous êtes expulsés. Petrov et moi sommes sortis de la salle du conseil. La lourde porte s'est refermée derrière nous, son mécanisme étouffant les sons à l'intérieur, mais il ne pouvait pas les étouffer complètement. Même à travers le bois épais insonorisé, nous pouvions entendre le rugissement étouffé de monsieur Delacroix, nous pouvions entendre le cri aigu et hystérique de madame Delacroix. Nous pouvions entendre le son de quelque chose de lourd, probablement une autre chaise s'écrasant contre le mur. Petrov n'a pas regardé en arrière, moi non plus. Nous avons marché le long du long couloir silencieux en marbre. Le contraste était saisissant. À l'intérieur de cette pièce, c'était le chaos. Une famille, une vie, un tissu de mensonges, tout se déchirant dans une tempête d'avidité et d'humiliation. Ici dehors, il n'y avait que le silence. Les sons de leur destruction s'estompaient à chaque pas que nous faisions. Le sol en marbre poli reflétait la lumière froide et brillante des fenêtres. Nous avons atteint l'ascenseur privé au bout du couloir. Les portes en acier se sont ouvertes instantanément, reconnaissant ma présence. Nous sommes entrés. Les portes se sont fermées, nous scellant dans un silence total parfait. La guerre était finie. Alors que l'ascenseur commençait sa descente douce de 60 étages, Petrov a finalement parlé. Il ne me regardait pas, il regardait son propre reflet dans le mur en acier poli. Alors Grégoire, a-t-il demandé, sa voix calme, que vas-tu faire de la maison? J'y ai réfléchi un instant. La maison à 800 000 €, le manoir dans les hauteurs, la scène de leur arrogance, le symbole de leur avidité. J'ai pensé aux souvenirs falsifiés et à la douleur qu'elle représentait maintenant. Je pourrais la garder, je pourrais la louer, je pourrais la laisser vide comme un monument à leur échec, mais je savais que Léa n'aurait pas voulu ça. C'était un actif et les actifs étaient faits pour être utilisés, pas thésaurisés comme trophée d'une bataille gagnée. Vends-la. Ai-je dit. Petrov a hoché la tête lentement. Et les fonds liquidés, tout, ai-je dit. Prends chaque centime de la vente. Prends les 4 500 € par mois qui servaient à payer leur vie. Prends tout. L'ascenseur continuait sa chute silencieuse. Je veux que tu crées une nouvelle dotation, ai-je continué. Une permanente. Je veux que tu finances entièrement l'atelier communautaire. Achète-leur le nouveau bâtiment dont ils rêvent. Procure-leur de nouveaux tours, de nouvelles scies, de nouveaux outils pour les enfants. Assure-toi qu'il n'ait jamais à organiser une vente de gâteaux à nouveau. Petrov m'a regardé, un sourire rare et authentique touchant les coins de sa bouche. Une noble utilisation, Grégoire, comment appelleras-tu cette nouvelle dotation?
J'ai plongé la main dans mon sac fourre-tout en toile, ma main a effleuré le bois frais et lisse du petit oiseau que j'avais sculpté ce matin. Le petit oiseau en pin que Léo, le garçon de 10 ans, avait regardé avec tant d'émerveillement, la chose simple et honnête que j'avais créée de mes propres mains. J'ai pensé à la boîte à musique, celle que j'avais faite pour Amandine, celle qui était maintenant dans mon sac, un symbole d'un amour perdu, d'une connexion coupée. Non, je ne les laisserai pas entacher, cela aussi. Appelle-le l'atelier Léa Ligne de Neige dit, pour une femme qui connaissait la valeur de construire quelque chose de vrai, les portes de l'ascenseur se sont ouvertes sur le garage du rez-de-chaussée. L'air souterrain frais nous a envahis. J'ai marché vers mon vieux camion, délabré mon sanctuaire, mon costume, celui que je n'avais plus besoin de porter. Grégoire, a dit Petrov, m'arrêtant avec une main sur mon épaule. Est-ce que ça va? Je me suis arrêté, j'ai regardé le vieux camion, j'ai regardé le petit oiseau sculpté dans ma main, j'ai pensé au chaos que j'avais laissé au 60e étage, les cris, les larmes, les vies brisées. J'ai pensé à ma fille et à l'étrangère qu'elle était devenue, une vague de tristesse aurait dû me frapper, une vague de regret, de perte, mais ce n'est pas arrivé. Au lieu de cela, je me sentais léger. Le fardeau de 80 millions d'euros que j'avais porté pendant 10 ans, le secret qui m'avait forcé à me cacher, la promesse à Léa qui avait tordu ma vie en un mensonge, c'était finalement parti. Je suis sorti du garage dans le soleil brillant et chaud de l'après-midi. Je suis resté sur le trottoir un long moment, laissant la lumière frapper mon visage. J'ai regardé le petit oiseau en bois simple dans ma main, et pour la première fois depuis la mort de Léa, pour la première fois en 3 longues années solitaires, je me sentais complètement et totalement en paix.